déjà dit, l'un des préjudices d'avoir refusé de prendre part à la vie politique est que vous finissez par être gouverné par vos subordonnés. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X-Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Bon vendredi, bon week-end, bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X à Québec. Asseyez-vous, relaxez. On va écouter Christian Page pendant 2 heures nous raconter ses belles histoires. Salut mon ami! Salut Yannick! Quelle semaine! Oh oui! Très tourmenté. Oui, j'ai appelé à Santé publique. J'ai dit là, on est 2 animateurs en zone rouge. Moi à Québec, lui à Montréal. On a-t-il le droit de se jaser? Et on dit, on regarde sur nos feuilles, il n'y a rien de ça qui est écrit, donc c'est légal. C'est légal, puis vous êtes à plus de 2 mètres. Oui, on est à plus de 200 km. Ouais, exact. C'est très bon, c'est très bon. Donc, toi, t'as passé une belle semaine? Semaine, je te dirais, très épuisante. Hein? Tu vois, cette semaine, en début de semaine, écoute, on n'est que toi et moi, là, je vais dire des confidences. Oui. En début de semaine, ça a été, j'ai remis, j'avais quand même remis il y a peut-être 2, 3 semaines, j'avais remis la totalité du manuscrit de mon prochain livre, là, qui est OVNI au Québec. Et là, donc, évidemment, ça suit il y a le processus, la mise en page et tout le reste, et le livre allait sous presse ce mercredi, donc mercredi il y a 2 jours. Donc, tu comprends que lundi, mardi, mercredi, je dois avoir lu 4 fois ce livre qui, quand même, compte 400 pages, là. Est-ce que tu t'es trouvé bon les 4 fois? Tu sais... Oui. Non, mais honnêtement, tu vois, parce que dans un processus comme celui-là, puis les gens parce que souvent les gens, on arrive à la librairie, on achète un livre, on voit pas tout le travail qui a été fait derrière. Évidemment, on comprend bien que l'auteur qui a écrit l'ouvrage. Mais il y a toute une équipe autour de ça, c'est-à-dire que l'auteur écrit, ensuite il y a tout le travail de correction qui est fait, tout le travail de la mise en page, est-ce que la photo est au bon endroit, est-ce que le crédit photo est apporté au bon endroit aussi, la légende, donc le petit texte qui est placé sous la photo, est-ce le bon? Écoute, il y a 1001 détails auxquels on doit revoir, écouter. Et moi je sentais pas que l'éditeur mettait une pression, mais je savais que le livre devait être déposé chez l'imprimeur vendredi 17h au maximum. Donc, tu comprends que les 3 premières journées ont été des journées marathon à revoir l'ensemble de ces textes, s'assurer que tout était parfait, pas de faute d'orthographe. Puis bon, évidemment, dans un livre de 400 pages, écoute, quand tu lis un livre de 400 pages, puis tu dis, OK, les avions, as-tu un S? Oui, OK, on passe au prochain mot. Tu sais, tu comprends? Il faut voir quelle est OK, le mot ils, je sais pas, moi, ils sont éberlués. Bon, éberlués, il faut voir toutes les règles de français. Et évidemment, je suis pas le seul à faire ça. Je pense que j'ai un bon français à la fois parlé et écrit, mais évidemment, comme n'importe qui, je commets des erreurs, soit à l'écrit comme au parler. Donc, il y a toute une équipe de révision qui est derrière ça, qui doit revoir tout ça. Ça a été un début de semaine, je dois l'avouer, qui était quand même épuisant. Ultimement, comme tu dis, je l'ai relu 4 fois. Je trouvais bon les 4 fois. Mais ultimement, je pense que c'est un... Puis là, évidemment, les gens diront, ben ouais, il prêche pour sa paroisse. Mais je pense que c'est un excellent livre sur les ovnis. Puis écoute, Yannick, je te dirais, si j'avais eu la chance de lire un livre comme celui-là, il y a 25 ans ou 30 ans, ma vision ou l'intérêt que j'avais pour la question des ovnis aurait été pas altéré, mais se serait concentré sur des priorités très différentes
auquel je me suis adonné par rapport à ce que j'ai fait. Tu comprends? C'était, je me dis, bon, OK, on aurait dû. Puis heureusement, on le fait avec Radio X-Files. Tu vois, j'ai un chapitre qui est consacré à que vaut le témoignage. Et rappelle-toi, c'est l'an dernier, on avait reçu le docteur Van Kozegem et où on avait justement parlé que faut faire attention parce que il y a deux niveaux de réalité. Hein. Il y a la réalité qui est la réalité factuelle, ce qui s'est réellement passé, ce qu'une caméra aurait filmé, et il y a la réalité psychologique, ce que moi je me rappelle de l'événement. Et donc, parfois, entre les deux, bien sûr, sur le principe de base, si tu as été témoin d'un accident d'auto, que ce soit la caméra ou ce soit ton souvenir, tu auras été témoin d'un accident de voiture. Mais dans les détails, il y a toutes sortes d'éléments qui vont se rajouter. Et puis on le voit là, on peut le voir dans notre quotidien. Hein. Tu te disputes par exemple avec ta copine, bon, puis vraiment le ton monte. Et puis là voilà, vous vous réconciliez. Bon, et 2-3 semaines après, vous revenez sur le sujet de la dispute. Et là toi tu lui dis ouais, j'ai pas beaucoup aimé quand tu me dis ça. T'sais. Puis elle te répond, mais je t'ai pas dit ça. Oui, tu me dis ça. Non, je t'ai pas dit ça. Puis là, donc, tu vois comment deux personnes, seulement avec un recul de 2 ou 3 semaines, comment deux personnes impliquées dans une dispute, par exemple, ont-ils des souvenirs aussi différents l'un que l'autre? Ben, parce qu'au moment où l'information circulait, ben, évidemment, la psychologie, tes émotions, ce que tu as entendu, etc., le souvenir que tu gardes, ben, évidemment, tout ça a été coloré. Et c'est pour ça que parfois, deux personnes dans une même conversation n'auront pas fondamentalement les mêmes souvenirs sur les mêmes détails. Donc, c'est le genre de livre, tu vois, j'ai un chapitre qui est consacré à ça, comment fonctionnent les mécanismes de la mémoire, comment on reconstruit des souvenirs. Et ça, j'aurais tellement aimé, quand j'étais adolescent ou jeune adulte, trouver dans des livres sur les ovnis. Bien sûr, les gens diront, oui, mais il y avait des livres de psychologie cognitive qui existaient. Oui, mais retrouver ces informations-là de base, évidemment, je donne pas un cours d'université sur 300 pages pour dire comment fonctionne la mémoire, mais des éléments de base qui sont très importants pour pouvoir décanter, principalement, par exemple, les témoignages des gens qui disent avoir vu des ovnis ou plus largement des phénomènes paranormaux. Il y a toutes sortes d'éléments qui auraient dû être évoqués de façon plus soutenue dans cette littérature où justement la base, ce sont les témoignages, alors qu'on sait aujourd'hui que les témoignages, c'est quelque chose qui peut d'un individu à l'autre peut varier, puis évidemment, avec les années, va se colorer. En tout cas, il y a plein de trucs qui sont tout à fait fantastiques. On y parle des enlèvements extraterrestres, les fraudes, parce que oui, il n'y a pas que les Américains qui ont fait des fraudes sur le dos des ovnis, on en a quelques-unes, et pas piqué des verres ici au Québec, donc je raconte ça là-dedans, la valeur des témoignages. Et puis, au début du livre, on a une grosse partie, une espèce de catalogue d'observations qui vont de 1915, hein, au Québec, les premières observations. On parle tout le temps les ovnis de l'ère moderne, c'est 1947, mais peu de gens savent qu'en 1915, il y a eu une vague de ce qu'on appelait à l'époque les aéroplanes fantômes. Et crois-le ou non, Yannick, en 1915, on a fait fermer les lumières du Parlement à Ottawa et c'est demeuré un moment unique dans l'histoire du Parlement. Et justement, pourquoi? Parce qu'il y avait ces mystérieux aéroplanes fantômes. Donc, on entendait évidemment, les gens, j'imagine des gens à la maison qui entendent ça. On a fait fermer les lumières du Parlement à cause des aéroplanes. Et oui, parce que il faut se rappeler qu'en 1915, c'est le début de l'aviation. Il n'y a pas d'avions qui volent de nuit. Hein, les avions volent essentiellement de jour. Ils ne sont pas équipés pour voler de nuit. Évidemment, il n'y a pas de radar, il n'y a pas de système de repérage. Donc, on peut comprendre que pour un aviateur, voler de nuit, c'est tout à fait casse-cou. Alors, voir un avion, c'est comme considéré comme un événement. Là, les gens, on entend le vrombissement du moteur de l'avion. Les gens sont sur la rue, on s'arrête et on lève la tête parce que, wow, on va voir un avion passer. Et il s'est produit donc au début de 1915 toute une série de vagues d'apparitions au-dessus du Québec et de l'Ontario de ces fameux avions fantômes. On ne sait pas d'où ils venaient, on ne sait pas où ils allaient.
et les gens pouvaient les suivre des yeux et ça se passait de nuit. Donc, on voyait les gens rapportaient voir la lumière de recherche. Il y avait comme une grosse lumière en dessous, comme s'ils cherchaient quelque chose au sol. Et donc, les gens ont vu ça donc au départ, bien sûr, au Québec. Et évidemment, sur la trajectoire, la capitale du Dominion, comme on disait à l'époque. Alors là, les gens disaient, voilà, on vient de voir les fameux avions, les aéroplanes fantômes viennent de survoler Montréal et apparemment, ils sont en direction de l'Ontario. Et là, il y a un épisode notamment que je raconte où là, ils arrivent au-dessus de Brockville. Et là, il y en a même un de ces aéroplanes fantômes. Parce qu'il faut se rappeler aussi, c'est durant la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, non seulement il n'y a pas d'avion de nuit, on sait que les Européens ont commencé à développer des dirigeables, mais là, les gens disent, non, c'est des avions, on entend le bruit de leur moteur, hein. Mais c'est impensable d'imaginer qu'à cette époque, il y aurait pu y avoir des avions qui auraient pu partir, parce qu'on était en guerre contre le Kaiser en Allemagne, d'imaginer que des avions auraient pu partir de l'Allemagne, de la Germanie, pour venir ici, c'est invraisemblable. Mais quand même, on voit dans l'esprit collectif, la présence de ces aéroplanes fantômes était très mystérieux. Et dans l'affaire de Brockville, donc les avions approchent, ils traversent, ils sont au-dessus du fleuve Saint-Laurent. Et là, des gens racontent, un de ces objets mystérieux, de ces aéroplanes fantômes, a laissé tomber une espèce de boule de lumière, de feu qui est tombée dans le fleuve Saint-Laurent. Là, évidemment, d'autres témoins parlent, c'était peut-être une bombe. Et crois-le ou non, le maire de Brockville, à ce moment-là, a appelé le premier ministre Borden pour lui dire, et donc le premier ministre, là, on parle d'homme à homme. Le maire de Brockville appelle le premier ministre en lui disant « Oh, on a des mystérieux aéroplanes fantômes qui foncent vers la capitale du Dominion. » Alors, on a fait fermer les lumières du Parlement, de toute la colline parlementaire, et c'est demeuré, même durant la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas fait ça. C'est demeuré un événement unique dans l'histoire du Canada, et tout ça à cause de cette vague de mystérieux aéroplanes fantômes. Donc, je parle de ça, mais évidemment, je parle d'observations plus récentes qui vont principalement depuis le début de l'ère moderne des ovnis, donc à partir de 1947, parce qu'on n'a pas été long à emboîter le pas sur nos voisins du Sud. Dans les premières apparitions d'ovnis aux États-Unis, officiellement, c'est le 24 juin 1947. Hein. Bon, il y en a eu un peu avant, et il y en aura aussi bien sûr après, mais puisqu'il fallait partir d'un moment précis, on a choisi une observation, celle où un pilote américain disait avoir vu de mystérieux boomerangs volants au-dessus du mont Rainier dans l'État de Washington. Et quand il a raconté ça le lendemain à un journaliste de l'Oregon, parce qu'il faisait un trajet entre l'État de Washington et l'Oregon. Lorsqu'il se confie à un journaliste de l'Oregon, il lui dit voilà, j'ai vu ces mystérieuses machines volantes, c'était très curieux, ça ressemblait à des boomerangs ou une espèce d'ailes volantes. En fait, il y en avait 9 de ces objets qui se suivaient à la file indienne, en fait sur 2 files. Il y avait un groupe de 4 et un groupe de 5, et ils volaient en formation de V. Et là, il dit ces objets ressemblaient donc à des boomerangs volants, et le journaliste de lui demander mais est-ce que ça se déplaçait comme un avion? Et Kenneth Arnold de répondre pas du tout. Ça se déplaçait, et là Arnold prend une seconde pour dire comme une soucoupe que l'on aurait fait ricocher sur une mare d'eau. Hein? Tu prends une soucoupe, tu lances sur l'eau. Le journaliste ne faisant ni un ni deux, le lendemain, il écrit dans la presse « Un pilote a vu des soucoupes volantes ». Tu vois, c'est curieux parce que Kenneth Arnold avait utilisé l'expression « soucoupe volante » pour décrire le mouvement des objets, pas leur forme. Mais néanmoins, l'expression a été lancée et là, très rapidement, d'un bout à l'autre des États-Unis, le 25, 26, 27 juin 1947, les gens ont commencé à voir des soucoupes volantes et très rapidement, dans les jours qui ont suivi la médiatisation de cette observation, très rapidement, Sherbrooke, Québec, Montréal, des gens ont commencé à raconter qu'ils avaient eux aussi été témoins de phénomènes mystérieux dans le ciel. Donc, je fais un peu une nomenclature de ces apparitions de 1947 à 2020 à peu près. Donc ça, c'est un espèce d'important catalogue qu'on retrouve là-dedans. Vous allez trouver là-dedans, crois-moi, il y a des observations qui sont pas piqués des verres. Écoute, je t'en raconte une uniquement comme ça pour le plaisir. Je pense qu'une de mes meilleures observations de vie au Québec, ça se passe en 1968 ou 1967, je ne me rappelle plus trop de la date. Mais écoute, ça se passe à Saint-Hyacinthe.
Et là, voilà qu'on a un couple d'agriculteurs qui sont ils dorment, hein, on est en milieu de nuit, et là, ils sont réveillés par les aboiements de leurs chiens. Évidemment, ici, je te dis, Yannick, ça veut pas dire que j'y crois, là. Je te raconte l'anecdote telle qu'ils l'ont racontée, là. Maintenant, bon, à savoir qu'est-ce qui était vrai, pas vrai. Donc, ils dorment, ils entendent une espèce de, bon, et d'abord, le chien commence à aboyer, le couple se lève, regarde vers l'extérieur, et là, ils ont l'impression que derrière la maison, il y a une lueur orangée. Alors l'homme décide de sortir pour voir de quoi il s'agit. Et là, en sortant, il voit que les vaches qui sont laissées dans le pâturage juste à côté, qui jouxtent la maison, il dit, voilà, les vaches courent à gauche et à droite, elles sont affolées parce qu'elles sont poursuivies, essayez d'imaginer la scène, elles sont poursuivies par des espèces de bidons de lait qui flottent dans l'air et qui sont surmontés par une espèce de globe de verre. Fait que là, tu t'imagines le bidon de lait avec le globe de verre par-dessus qui flotte. Et là, l'agriculteur dit, il y en avait peut-être 7 ou 8 de ces bidons de lait flottants qui poursuivent les vaches. Puis là, bien évidemment, les vaches courent à gauche et à droite. Elles sont complètement affolées. Alors, pendant qu'il regarde ça, médusé, on le comprend, il dit sentir une espèce de mouvement derrière lui. Il se retourne. Et là, il voit un objet qu'il dit ressembler un peu à une espèce de bol renversé. Il y a comme une bande plus sombre au milieu de l'objet. Cet objet-là va aller se placer, dit-il, au-dessus du champ où se trouvent les fameux bidons de lait. Et là, tous les bidons flottants vont pénétrer par le dessous de l'ovni, vont entrer à l'intérieur. Et là, l'objet va s'éloigner. Mais écoute, cette scène-là, elle est complètement surréaliste. L'image de ces espèces de bidons de lait flottants qui courent après les vaches, moi, je trouve ça tout à fait renversant. Écoute, des histoires comme celle-là, il y a été une belle période au Québec où on avait des histoires tout à fait croustillantes. Je te dirais, les années 60 ont été particulièrement marquantes à ce niveau-là. Puis pas seulement au Québec. Hein, je fais aussi un rappel qu'ailleurs dans le monde, les observations d'OVNI, elles ont beaucoup changé. Hein. Si on prenait les observations d'OVNI, on y va décennie par décennie, ce que je fais dans le livre. Donc, on regarde les observations des années 40, celles des années 50, 60, 70. On voit qu'une modulation, une transformation dans ces observations. Et curieusement, elles vont un peu dans le même sens que notre propre science-fiction. Donc, plus notre science-fiction devient très élaborée, très imagée, comme c'est le cas, par exemple, avec les séries de télévision des années 60. Hein, on se rappelle, Voyage au fond des mers, Perdu dans l'espace, Au-delà du réel. Il y avait des séries, Patrouille du cosmos. On avait des V, c'est plus tardivement, je te dirais fin des années 70 à V. Ouais. Et donc, il y a une espèce d'éclosion. C'est la belle période de la science-fiction à la télé. Faudrait surtout pas oublier Les Envahisseurs avec Roy Thomas dans le rôle de David Vincent avec les extraterrestres quand il pliait les doigts, il y avait le petit doigt qui restait en l'air. Ouais. Il y avait un message un peu politique là-dedans parce que les extraterrestres étaient toujours décrits, quand on les voyait, hein, ils avaient forme humaine et ils étaient toujours revêtus comme d'un espèce de survêtement, un peu comme des garagistes, hein, comme un survêtement vert ou bleu, comme des garagistes, toujours des grands blonds, un peu suédois, mais aussi très, très l'image qu'on se faisait des Russes à cette époque. Hein. Le Russe, c'est le grand costaud blond, tu sais, avec on l'imaginait toujours avec son espèce de, entre guillemets, chienne de travail. Tu sais, tu vois un peu le genre. Et dans la série des Envahisseurs, les extraterrestres sont comme ça. Puis là, écoute, c'est la guerre froide entre les États-Unis et la Russie, l'Union soviétique à l'époque. Et ce qui est amusant, c'est que ces extraterrestres-là, donc, lorsqu'on les tuait, ils tombaient à terre et ils se consumaient et ils devenaient rouges. Donc, il y avait une espèce de message politique là-dedans. Regardez, les extraterrestres, les méchants, ils ressemblent à des Russes, puis quand ils meurent, ils deviennent rouges. tu vois, et, bon, écoute, c'était une période là, excessivement fertile dans le domaine de la science-fiction, et particulièrement au cinéma et à la télévision. Et on dirait presque la culture des ovnis, les observations étaient aussi un peu modulées là-dessus. Donc, on a eu une période excessivement riche en descriptions d'apparitions d'ovnis, en apparitions de créatures d'humanoïdes. C'était vraiment une période qui a été très, très faste. Et bien sûr, au Québec, bon, on n'a pas échappé non plus à ça. Les observations des années 60 sont beaucoup plus riches durant cette période-là qu'elles le seront, par exemple, dans les années 80, où là, on est passé
passer un peu à autre chose dans l'univers des ovnis. Les ovnis n'ont plus de l'air des soucoupes volantes, ce sont plutôt des triangles volants et on ne voit plus d'extraterrestres. Hein. Les gens se font enlever par des extraterrestres, mais la grande période des années 50 et 60, là, si on les englobe, ces 2 décennies-là, c'était la période de ce que je pourrais qualifier les soucoupes volantes en panne. Hein. Donc des gens qui arrivaient et disaient « Ah, j'ai entendu un bruit bizarre » et là, la machine était comme posée dans le champ. J'avais l'impression qu'il y avait un bonhomme au côté qui regardait comme si la machine était en panne. Et finalement, quand l'humanoïde ou l'ufonaute ou le pilote m'a vu, ben là, il a comme un peu été surpris, il est monté dans sa machine qui est reparti. Donc, c'était une grande période où on voyait de ces machines posées au sol avec des personnages autour. Et ça, ben, ça va disparaître avec l'avènement des années 70, où là, on glisse vers une autre grande thématique du phénomène des ovnis, qui est les enlèvements extraterrestres. Et les soucoupes volantes en panne, ben, les soucoupes volantes en panne, les débarquements d'humanoïdes, c'est un peu terminé. Mais c'est le fun de voir à quel point le phénomène des ovnis est très très collé sur notre évolution de la propre science-fiction. Ça ne veut pas dire que les ovnis n'existent pas, mais on voit qu'on avait peut-être tendance à colorer beaucoup les observations d'ovnis en fonction de nos attentes, considérant ce que l'on voyait au cinéma ou à la télévision. C'était une belle période, donc on trouve un de ces catalogues-là au début du livre, et ensuite on y va sur des chapitres genre les enlèvements extraterrestres, les fraudes, que vaut les témoignages, etc., etc. Je pense que c'est un assez bon livre sur les ovnis. Karine te pose une question très pertinente. Est-ce que plus une société est éduquée, moins il y a d'observations d'objets volants non identifiés? J'imagine que oui. Je veux pas être méchant, là, mais la réponse est pas mal oui. En fait, ce que l'on découvre, ce que toutes les études nous montrent, il y a 2 éléments qu'on doit retenir dans ces études-là. Je dirais qu'elles soient des études qui ont été menées aux États-Unis, qui ont été menées au Canada ou même en Europe. Puis je tiens à le rappeler, même dans mon livre, je le rappelle à 2 reprises, à 2 endroits différents. Il faut se rappeler qu'en France, on a une organisation qui a été fondée à la fin des années 70 qui s'appelait le GEPAN, Groupe d'enquête sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est un organisme étatique, donc c'est un organisme qui dépend de l'État. Et cet organisme-là a été fondé à la fin des années 70. Il a changé de nom en cours de route. Aujourd'hui, il est toujours actif. Il s'appelle le GEPAN. On a rajouté un « i » dans l'acronyme parce que c'est Groupe d'enquête et d'information. Hein. On s'est donné un rôle d'information. Groupe d'enquête et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Leurs dossiers sont accessibles en ligne. Bon. Et ce que toutes les études nous montrent, c'est qu'il y a 2 éléments qui reviennent. Dans un premier temps, bien sûr, on doit comparer des pommes avec des pommes. Là. Donc, si on compare dans les grands pays industrialisés, les pays occidentaux, donc la France, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, où on a un niveau d'éducation qui est à peu près égal, on constate que plus les gens sont éduqués, moins ils auront tendance à favoriser une explication surnaturelle, quelle qu'elle soit, que ce soit une porte qui s'ouvre à la maison, une sensation de présence ou un objet lumineux dans le ciel. Plus on est éduqué, moins les gens auront tendance à aller vers une explication de type surnaturel. Ça, c'est un premier constat. L'autre constat, devant l'inconnu, on est tous égaux. C'est-à-dire, on a un préjugé favorable généralement quand on lit dans la presse, on dit « Ah, voilà, un pilote d'avion a vu une lumière mystérieuse dans le ciel » ou des policiers qui circulaient ont vu une lumière. Et là, on a un préjugé favorable à dire « Ah oui, mais c'était des policiers ou c'était des pilotes. » Il faut se rappeler que les pilotes sont des gens, c'est des professionnels qui sont habitués de reconnaître ou de voir un autre avion dans le ciel. Mais lorsqu'ils voient une lumière sur un fond bleu, s'ils ne savent pas ce qu'ils observent, que ce soit des pilotes ou que ce soit des employés d'usine, on est tous pareils. Devant l'inconnu, nos descriptions sont un petit peu évasives et nos évaluations, tant au niveau de la vitesse que la distance ou des dimensions de l'objet, si on ne sait pas ce que l'on regarde, peu importe notre degré d'éducation, peu importe notre métier, notre fonction professionnelle, on est tous à peu près égaux et à moins d'avoir des mesures télémétriques, des photographies ou des films, à ce moment-là, le témoignage devient excessivement
je dirais, fragile. Parce que devant l'inconnu, notre cerveau a tendance à s'emballer, à voir toutes sortes de choses. Mais effectivement, la question, comme tu le mentionnes, est tout à fait pertinente. Oui, le niveau d'éducation, il a à voir dans notre interprétation de ces phénomènes. Le phénomène, ça ne veut pas dire que le phénomène n'existe pas, ou il existe plus, ou il existe moins. Le phénomène, il est là pareil. Sauf que la lumière ou l'objet volant non identifié qu'on observe dans le ciel, plus les gens sont éduqués, plus ils auront tendance à dire c'était peut-être un ballon sonde, c'était peut-être une lanterne thaïlandaise, c'était peut-être un avion que je n'ai pas reconnu, alors que les gens moins éduqués auront peut-être davantage tendance à favoriser des extraterrestres. Mais ça ne veut pas dire que le stimuli de base n'était pas là. Il y avait dans le ciel une lumière qui se déplaçait de manière un petit peu anarchique et qui a entraîné toutes sortes de spéculations. C'est un sujet qui est fascinant. Puis je pense que les gens qui m'entendent ce soir, écoute, je pense qu'on le sent dans ma voix, je suis un passionné. J'adore ce sujet-là. Et je le dis bien dans le livre, il y a presque 45 ans maintenant, Yannick, que je m'intéresse à ces sujets-là. Et j'ai toujours, puis je pense que ça se sent dans ma voix, j'ai toujours la même passion. Quand je parle de ces sujets-là, il y a 45 ans, j'ai commencé à m'intéresser à ça parce que je cherchais des réponses. Et ces réponses-là, je les ai pas nécessairement toutes trouvées. Il y en a quelques-unes que j'ai trouvées, mais pas toutes. Le sujet ne m'a jamais déçu. Jamais, jamais. En revanche, la communauté, elle, c'est pas la même chose. La communauté des amateurs d'ovnis, la communauté des amateurs de fantômes ou de monstres, cette communauté-là, malheureusement, elle, j'ai dû prendre mon recul par rapport à ces communautés. Et je l'ai pris il y a quand même un petit bout de temps maintenant. Je l'ai pris au milieu des années 90. J'ai dit non, merci. Ces groupements-là, ces associations-là, c'est pas pour moi. Ce que j'ai vu dans ces groupes-là, puis je l'ai vu également chez les sceptiques, les associations sceptiques, pas uniquement dans le milieu des croyants. Ces gens-là sont souvent motivés par leurs croyances et leur besoin d'avoir raison. Et moi, ça m'intéressait pas, ça. Je vais le dire clairement, j'en ai rien à foutre qu'un ovni soit un engin extraterrestre ou non. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que c'est. Il y a des phénomènes mystérieux qui se passent dans une maison, des gens disent, on a vu des apparitions, on a des portes d'armoire qui se sont ouvertes ou se sont fermées toutes seules. J'en ai rien à foutre que ce soit des revenants. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi les portes s'ouvrent et se ferment toutes seules. Et ça m'intéresse. C'était ma motivation il y a 45 ans et c'est encore ma motivation aujourd'hui, trouver des réponses. Pas celles que les ufologues essaient de nous faire croire, pas celles que les amateurs de fantômes veulent nous faire croire puis nous rentrer dans le gosier. Non, je veux essayer de savoir qu'est-ce que c'est. Si ce ne sont que des erreurs d'interprétation, comment est-ce possible que notre cerveau soit aussi disjoncté? Comment un stimuli visuel peut-il nous amener à imaginer des objets fabuleux dans le ciel? Je veux comprendre, je veux savoir. Si ça relève de la neurologie de mon cerveau, je veux comprendre. Alors que, bien souvent, dans ce milieu-là, c'est pas ça qu'on veut. Ce que l'on veut, c'est de nous prouver que la petite lumière là, dans le ciel, ça, c'est un engin qui venait de Bételgeuse. OK, parfait. Et cette approche-là ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça que le sujet lui intéresse. Il m'intéressait il y a 45 ans quand j'ai commencé à documenter sur ces thématiques-là. Et aujourd'hui, la passion est toujours là, avec toujours les mêmes interrogations. Si c'est essentiellement mon cerveau qui me joue des tours, écoute, je trouve ça, pour moi, je trouve ça tout aussi fantastique que d'imaginer que des revenants viennent nous voir, nous taper sur l'épaule, ou que des extraterrestres nous visitent. C'est fantastique. Christian, il reste à peu près 2 minutes. On pourrait parler aux auditeurs de l'émission de ce soir puisque tu nous présentes la deuxième partie de ton entrevue avec Mallory Clément. Oui, Mallory Clément, on l'avait mentionné la semaine dernière, c'est un fin observateur de tout ce qui touche le domaine de la parapsychologie en France. Il est l'auteur d'un ouvrage qui doit paraître d'ici la fin de l'année ou en début d'année chez JMJ qui s'intitule Apparition et hantise ou Hantise et apparition. Donc, c'est son sujet de recherche principal, ce sont les phénomènes de hantise et d'apparition, on l'a bien compris. Mais la semaine dernière, j'avais fait une longue entrevue avec lui. où il parlait justement de quelle façon, et ça tombe bien parce qu'on vient justement d'aborder cette question-là, comment les croyants, mais aussi les sceptiques,
vont déformer des faits, vont déformer des hypothèses pour essayer de les faire coller à leur réalité, à leur interprétation, à leur croyance finalement. Et la semaine dernière, puis on va le voir en deuxième partie d'émission, on avait parlé de façon générale un peu de ce qui se passait. L'émission de la semaine dernière s'était terminée lorsque moi et Mallory, on discutait justement comment les chasseurs de fantômes, même si on le présente, parce que bon, pourquoi les chasseurs de fantômes, c'est pas forcément que on voulait prendre comme cible les chasseurs de fantômes, mais comme Mallory, son sujet premier, c'est les hantises et les apparitions, bien sûr, c'est cette communauté qu'il côtoie. Et donc, il racontait justement à quel point ces gens-là, avec leur babiole, leur quincaillerie, enquête sur des phénomènes de hantise. Ils le font pas tous de mauvaise foi, mais ils sont tellement guidés par leurs croyances que même si on leur propose une espèce de démarche scientifique, on leur dit ce que vous le faites mal, et voici comment on pourrait bien le faire, bien souvent, ces gens-là ne le feront pas, parce qu'ils sont trop embrigadés dans leurs croyances, et en même temps, ces croyances-là, elles sont entretenues par un certain média, c'est-à-dire quand on regarde la télé, des émissions de télé-réalité, chasseurs de fantômes, ils nous disent, voici, c'est la façon de faire. Alors là, dans cette deuxième partie, et à mon avis, cette deuxième partie, pour moi, elle est plus intéressante. Ce qu'explique Mallory, c'est qu'on retrouve exactement la même situation du côté de gens qui se disent sceptiques, alors que ce qu'ils font, ils prennent des études scientifiques, puis on va le voir, il donne des exemples, des études où des chercheurs, par exemple, ont proposé des explications à certains phénomènes mystérieux, et en particulier dans le cas des fantômes. Par exemple, des chercheurs ont dit, il est possible que dans des conduites d'aération, il y ait une multiplication de champignons, et il est possible que l'inhalation des spores de ces champignons puisse entraîner des perceptions erronées de l'environnement. On a dit également que des variations dans les champs électromagnétiques pouvaient entraîner des interprétations erronées de l'environnement. C'est vrai que ces recherches-là ont été menées, c'est vrai que ces recherches-là ont présenté un certain nombre d'éléments à l'appui de cette interprétation-là, mais quand on parle aux chercheurs, et moi et Mallory, on évoque cette situation-là, quand on parle aux chercheurs, ils sont jamais aussi catégoriques que ce que les sceptiques en disent. Et ça, c'est quand même incroyable. Par exemple, je pense un type qui s'appelle Olaf Blank, dont le sujet, il y a 2 ou 3 ans, on avait publié des articles dans la presse en disant un chercheur réussit à reproduire des fantômes dans un laboratoire. Et là, les sceptiques ont récupéré ça en disant, voilà, Olaf Blank a répondu à la question des fantômes. Mais quand on parle à Olaf Blank, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, dans mon laboratoire, j'ai reproduit des conditions particulières dans lesquels des individus placés dans cette situation-là pourraient être amenés à avoir une perception erronée de l'environnement, mais dans des conditions très précises. Et les conditions que Olaf Blank avait reproduites dans son laboratoire, il y avait d'abord une privatisation sensorielle. Les gens ne voyaient pas ce qui se passait autour d'eux, donc bien sûr, là, ton imagination s'emballe. Et là, ce qu'Olaf Blank disait, il dit, si on reprend mon laboratoire et on le transpose dans la réalité, on pourrait comparer ça, par exemple, à des chasseurs de fantômes qui vont dans un lieu soi-disant hanté la nuit, qui ne voient pas bien ce qui se passe autour d'eux. Ils sont fatigués, il est 3 heures du matin, on entend un craquement au loin et là, il y a une attente, on espère que le fantôme va venir parce que si tu visites un lieu hanté, bien sûr, tu t'attends qu'il y a quelque chose qui va se produire. Donc, dans ces conditions-là très précises, il est possible que le cerveau ait joué des tours à ces gens-là et certaines manifestations rapportées par des chasseurs de fantômes dans ces conditions auraient pu être un tour de passe-passe créé par leur cerveau. Mais Olaf Blank se limite à ça. Alors, quand on lit la littérature sceptique, c'est pas ça qu'ils disent, c'est que des portes s'ouvrent ou se ferment, que tu me tapes sur l'épaule, que tu vois un fantôme apparaître dans un escalier. Olaf Blank a tout répondu à ça. Alors que c'est pas du tout ça qu'il dit. Donc, tu vois, d'un côté comme de l'autre, les gens aiment tirer la couverte et ils la tirent dans le sens qui leur plaît. Et c'est justement, dans cette deuxième partie, c'est justement cet aspect-là sur lequel on a beaucoup insisté, sur quelle façon on déforme des recherches très sérieuses, très rigoureuses qui sont faites dans ce milieu du paranormal, qui répondent à certaines questions, pas à toutes, mais qui peuvent répondre à certaines questions, mais qu'on a tendance à vouloir que les sceptiques ont tendance à vouloir généraliser et les appliquer à toutes les manifestations dites surnaturelles qui sont rapportées. Après la pause, on parle de la crise d'octobre à la façon Bien sûr. Radio X-Files. Radio X-Files avec Christian Page et Marceau. Radio X.
Bon vendredi, un bon début de week-end à vous. Il annonce beau en fin de semaine, on va essayer d'en profiter. On parle maintenant de la crise d'octobre 1970. Ouais, je vais tout de suite te dire, Yannick, que je suis pas un spécialiste de la crise d'octobre 70. Donc, s'il y a des historiens de cette crise-là qui nous écoutent ce soir, pardonnez-moi si je fais quelques raccourcis. Donc, cela étant dit, je vais quand même révéler à probablement beaucoup d'auditeurs ce soir une petite anecdote à caractère surnaturel associée à la crise d'octobre 70 que les gens ne connaissent probablement pas. Donc, moi, je dois t'avouer, Yannick, que je n'ai aucun souvenir de la crise d'octobre 70. Aucun. Ah ouais. Ouais. Et je suis né en 1963, j'avais 7 ans à l'époque, mais c'est vrai que j'habitais en banlieue. En fait, j'habitais en Montérégie, une petite ville qui s'appelait à l'époque Saint-Jean-d'Iberville. Donc, évidemment, l'idée des camions blindés ou des voitures, de l'armée dans les rues, moi, je n'ai pas vu ça. Je n'ai aucun souvenir. J'ai quelques vagues souvenirs. Est-ce que ce sont des vrais souvenirs ou des souvenirs reconstitués parce qu'on m'a raconté ces anecdotes-là? J'ai quelques souvenirs de l'Expo 67 et l'année qui a suivi en 68 où, bon, il y avait encore les pavillons qui étaient là. Ça, j'ai quelques vagues souvenirs de ça. Mais la crise d'octobre 70, absolument aucun, si ce n'est, mais évidemment pour l'avoir revu à maintes et maintes reprises ensuite à la télévision, le fameux numéro d'humour qui avait été présenté lors du Bye Bye, qui mettait en vedette Denis Drouin et Olivier Guimond. Je pense que tous les auditeurs ont dû voir ce numéro-là, où justement Olivier Guimond incarne un type de l'armée et il est sur les montagnes, il est sur les hauteurs de Westmount. Il parle avec Denis Drouin qui joue un bien nanti. Il parle justement, ça se passe justement durant cette crise d'octobre 70. Mais physiquement, je me rappelle pas de cette crise d'octobre 70. Donc, pour les gens qui nous écoutent, évidemment, on souligne cette semaine, c'est le début, c'était il y a 50 ans, débutait cette fameuse crise d'octobre 70. Alors, quelques détails un peu sur le contexte historique, parce que c'est pas apparu comme ça. Il faut dire que dans les années 60, puis je sais, il y a des trucs que je vais dire, les gens vont dire, mais c'est incroyable. Dans les années 60, il y a eu ce qu'on a appelé au Québec la Révolution tranquille. C'était le gouvernement le gouvernement du Québec, c'était Jean Lesage. Et on l'appelle Révolution tranquille parce que il y a eu une révolution, mais on n'a pas sorti les fusils. Mais on constate que ça n'a pas été aussi tranquille qu'on pouvait le penser. Et à l'époque, donc on est en 1970, déjà depuis 1966 à peu près, le taux de chômage est en augmentation. Il est dramatique au Québec. Et à ce moment-là, au Québec, au niveau de l'industrie, on parle beaucoup de l'industrie manufacturière. Beaucoup de ces industries-là appartiennent à des intérêts canado-anglais ou des intérêts américains. Et aujourd'hui, on est tellement habitué quand même de l'omniprésence du français dans l'affichage partout. C'est difficile de s'imaginer qu'à cette époque, c'était longtemps avant la loi 101, dans les industries, on parlait en anglais. Et si les employés n'étaient que des femmes, par exemple, qui travaillaient dans des travails de couture ou des trucs comme ça, des emplois entre guillemets, des emplois d'usinage, des emplois, on parle pas ici d'emplois très huppés, là, mais ces gens-là, s'ils ne parlaient pas anglais, s'ils ne parlaient pas la langue des propriétaires, il n'y avait pas d'emploi. Donc, il fallait que tu te débrouilles en anglais, sinon t'avais pas, même si c'était sur des chaînes de montage, tu n'avais pas d'emploi. Tout était contrôlé par des intérêts anglophones. Et là, à un moment donné, ça a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Et on arrive à cette crise d'octobre 70. Donc, il y a une espèce de trop-plein, une situation explosive, un taux de chômage très élevé, l'omniprésence d'intérêts anglophones. Et là, va se produire, donc, le 5 octobre 1970, en début de matinée, des 4 individus, 4 hommes armés, entrent dans une maison. On est sur la rue Redpath Crescent à Montréal et ils vont enlever, en fait, c'est une maison qui est utilisée par le gouvernement britannique. C'est une annexe, si je peux dire, de l'ambassade. Et là, on va enlever un certain James Richard Cross, qui est un diplomate britannique. Donc, on enlève Cross et en après-midi,
les gens, les ravisseurs, vont envoyer un communiqué annonçant qu'ils détiennent James Richard Cross, et ces gens-là se présentent comme étant le Fonds de libération du Québec, le FLQ. Et ils vont faire suivre avec cet enlèvement, ils envoient une espèce de manifeste qui est long de plusieurs pages, et dans laquelle ils vont demander, il y a 6 ou 7 conditions sine qua non qu'ils demandent, et parmi ces conditions sine qua non, il y a la libération d'individus qu'ils croient être détenus de droit, oui, de manière illégale ou de manière un peu marginale par les autorités. Ils demandent évidemment la reconnaissance du statut du Québec. Bon, bref, des situations qu'on connaît bien. Donc, on en a 7 comme ça. Et l'une des demandes, c'est que ce manifeste soit lu intégralement sur les ondes de la télévision nationale. Alors, évidemment, et c'est une condition qui est sine qua non à la libération de Cross. Donc, éventuellement, le gouvernement va décider d'accéder à cette demande, et le 8 octobre, donc ça fait quand même 3 jours que Cross est détenu, donc le 8 octobre, le manifeste du FLQ est lu à la télévision, sur la chaîne de Radio-Canada, et à l'époque, c'est l'animateur maison, Gaétan Montreuil, qui va faire la lecture du manifeste. C'est drôle parce que moi, Gaétan Montreuil, je m'en rappelle dans mon enfance parce qu'il faisait à la télé des annonces de Timex. Mais je me rappelle pas de lui comme étant animateur, mais je me rappelle de Gaétan Montreuil qui faisait une publicité de Timex. Donc, on lit le communiqué, mais c'est la seule demande auquel le gouvernement accepte de se plier. Et puis, voilà que 2 jours plus tard, on est le 10 octobre, on est 20 minutes après l'échéancier, le moment butoir qu'avait annoncé cette première cellule du FLQ qui avait enlevé James Cross. Donc 20 minutes après la date, le moment butoir, un autre groupe armé, on parle d'une autre cellule du FLQ. Cette fois-là, ils vont enlever le ministre du Travail et de l'Immigration, Pierre Laporte, devant sa résidence à Saint-Lambert. Et là, alors que tout ça se parle, on est dans une situation de crise, on le comprend bien. On ignore, ces gens-là se présentent comme le FLQ, mais combien sont-ils? 10 personnes, 50 personnes, 500 personnes? On l'ignore. Les faits vont démontrer finalement que c'était un petit groupe de gens. On parle peut-être d'une vingtaine de personnes. On parle ici de gens actifs, pas de sympathisants, mais de gens actifs, peut-être une vingtaine de personnes. Mais donc, on a 2 cellules comme ça qui viennent de commettre 2 enlèvements, celui de Pierre Laporte et de James Cross. Et là, on arrive à mon petit moment surnaturel. Alors que tout ça se parle, évidemment, le pays est en effervescence. On en parle d'un bout à l'autre du Canada. Et là, on a l'animateur d'une émission qui s'appelle Afterthought, qui se trouve à la station de CJCI à Prince George, en Colombie-Britannique. Et c'est une émission d'affaires publiques. Et voilà que l'animateur de l'émission, c'est un Robert Cummings. Lui, il voit un peu toute cette situation qui se passe. Voilà, on a enlevé James Richard Cross, on a enlevé Pierre Laporte, le FLQ, les demandes du FLQ. Certaines sont un peu fantaisistes. Comment tout ça va finir? Alors, il décide de contacter un médium. Et il choisit, à ce moment-là, on est au début des années 70, fin des années 60, début des années 70, il y a une médium qui est très, très connue, qui s'appelle Iron News. Et pourquoi Iron News est particulièrement connue et joue d'une grande popularité dans les médias américains? Parce qu'elle a prédit, le 27 janvier 1967, elle avait prédit le feu dans la cabine Apollo 1. Donc, quelques semaines avant, on avait parlé en grande pompe de la mission numéro 1 Apollo, qui devait éventuellement amener des hommes sur la Lune. Et là, elle dit, voilà, au moment où on parle beaucoup de la mission Apollo, elle dit, je vois une catastrophe dans ce programme spatial, je vois un incendie, et elle avait même ajouté que c'est un court-circuit. Elle dit, je vois un court-circuit, et ce sera la mort des astronautes. Et effectivement, le 27 janvier 67, alors que la fusée, la Saturne V avec le vaisseau Apollo 1 est sur son pas de tir, on fait des essais. C'est même pas le lancement, là. La fusée doit décoller en février. Donc, le 27 janvier, on en est essentiellement à des essais. Les 3 astronautes sont dans la cabine. Il y a Gus Grissom, Robert Chaffee et Edward White. Edward White, d'ailleurs, qui quelques années plus tôt avait été le premier Américain à sortir dans l'espace, à marcher dans l'espace, comme on disait. Donc, ces 3 astronautes sont dans la cabine. Et soudain, l'un d'entre eux dit « Il y a le feu à bord ».
C'est à peu près la seule chose qu'il a le temps de dire. Et tu comprends, on est dans une atmosphère à 100% d'oxygène. Le feu s'est répandu là, à une rapidité incroyable. Plus tard, dans le rapport des enquêteurs, on va même ajouter que des objets qui étaient faits d'une matière que l'on considérait comme ininflammable ont littéralement brûlé dans cette atmosphère composée à 100% d'oxygène. Donc, les astronautes n'avaient aucune chance. Tout ça pour te dire que cette prédiction d'Aaron Hughes, est-ce que c'était le hasard? Est-ce que souvent on dit les médiums, à force de dire n'importe quoi sur n'importe quoi, il y aura forcément quelque chose qui va se produire. Donc, c'est peut-être le cas. Quoi qu'il en soit, ce Robert Cummings appelle Aaron Hughes et il lui dit, voilà, le Canada passe des moments difficiles en ce moment. Il lui dit, on a enlevé ces deux hommes, Richard Cross et Pierre Laporte. Est-ce que vous avez des sentiments? Est-ce que pendant que je vous raconte ça, qu'est-ce qui vous vient en tête? Et Aaron Hughes dit à ce moment-là, et là l'émission est en direct, hein? Et Aaron Hughes dit, vous savez, pour le premier homme, elle parle de Richard Cross, elle dit, j'ai plutôt un bon sentiment, je le vois, il est détenu par ses ravisseurs, il est peut-être affaibli, fatigué, je sens qu'il est fatigué. Mais elle dit pour le deuxième homme, référant à Pierre Laporte, elle dit là j'ai vraiment un très mauvais sentiment. Mais tu comprends, elle veut pas dire ouvertement à la radio il est mort, là, mais elle dit je vois pas quelque chose de très bien à l'issue de ça. Donc Robert Cummings termine l'entrevue, voilà, c'est parfait. Et là, ben évidemment, au Québec, l'histoire continue de progresser. Hein. Donc, le 16 octobre, à 4 heures du matin, le premier ministre Pierre Elliott Trudeau, père de notre actuel premier ministre Justin Trudeau, donc impose les mesures de guerre. À ce moment-là, donc, tous les droits civils sont suspendus. Hein, les militaires peuvent rentrer chez vous, faire tout ce qu'ils veulent. Là. Et là, d'ailleurs, pourquoi on en parle encore aujourd'hui? Parce que des centaines de gens seront arrêtés et détenus de manière tout à fait arbitraire pour être accusés d'être des sympathisants au FLQ. Donc, c'est une situation excessivement chaotique. Et le lendemain, donc 17 octobre 1970, le corps de Pierre Laporte est découvert dans le coffre d'une voiture, une voiture verte. D'ailleurs, Aaron Hughes, durant cette première entrevue avec Robert Cummings, quand elle parlait de Pierre Laporte, elle disait « j'ai un mauvais sentiment ». Elle disait « j'ai un mauvais sentiment, je vois également une voiture verte ». Or, justement, Pierre Laporte sera retrouvé dans la malle arrière d'une voiture verte. Le rapport d'autopsie va dire qu'il est mort par strangulation et... la voiture avait été abandonnée tout près de l'aéroport de Saint-Hubert à ce moment-là. Alors, tu comprends que notre Robert Cummings, tout à fait enthousiaste de voir, puis enthousiaste entre guillemets, on n'est pas content de ce qui se passe, mais enthousiaste dans la mesure de dire, voilà, j'ai contacté cette médium, elle me donne de l'information, et cette information-là s'avère d'une certaine façon assez exacte aux événements qui se passent maintenant 2 ou 3 jours après notre conversation. Alors, Robert Cummings décide de contacter à nouveau Aaron Hughes et, écoute, on y va. J'ai rencontré Aaron Hughes, c'était en février 2005, je suis allé chez elle, j'ai fait une entrevue avec elle et on a bien sûr parlé de son rôle dans cette histoire de la crise d'octobre 1970. Alors, j'ai fait un petit montage qui dure à peu près 1 minute, mais voici parmi les souvenirs que Aaron Hughes avait à me raconter à propos de cet événement, voici ce qu'elle me disait pour la suite des événements. 1970, he explained to me that the FLQ in Canada terrorists had taken 2 important authorities of the Canadian government, and he wondered if I had any impressions about them. And I said, yes, I do. And then I told them that I felt in other conversations, phone conversations, that the terrorists were in a 3-story brick building 5 miles northwest of the city, and that's where they would find them. And so the mass manhunt started by the government, and they found them. He called me 9 times, and he told me that he was on the air several times until they did not want that information broadcast because I don't know why. But anyway, it was in those other conversations that I told him where they would find the terrorists and that they would be caught, and they were.
Donc, ce qu'elle raconte, en fait, elle dit, elle explique que Cummings l'a appelé en fait 9 fois, ils ont échangé à propos de ça. Et là, elle me raconte, elle dit dans ses conversations, donc à un moment donné, parce que j'ai vu le transcript des communications de la station, et à un moment donné, elle dit notamment que la crise va durer jusqu'au mois de décembre. Hein. Elle dit également que le 6 novembre sera une date décisive dans ce qui va se produire, dans ce qui se passe au Québec. Et là, à ce moment-là, au moment où les conversations se font entre elle et Cummings, il faut se rappeler que Pierre Laporte est décédé à ce moment-là. Donc, ce qui nous préoccupe, c'est le sort de Richard Cross. Et elle dit, pour ce qui est du diplomate américain, elle dit, il est détenu, je le vois très bien, il est détenu, parce qu'évidemment, on se demande, est-ce qu'il est toujours au Québec, est-ce qu'on l'a envoyé ailleurs? Et elle dit, non, il est toujours là, il est toujours à Montréal, je le vois dans une maison qui est une maison de briques, c'est très clairement un édifice à logement, et elle dit, par rapport à l'endroit où il était enlevé, cette maison-là se trouve à peu près à 5 kilomètres, à 5000, donc 8 kilomètres du lieu de l'enlèvement, quand il sera retrouvé, il sera retrouvé vivant et il sera faible et affaibli, mais en bonne santé. Alors, elle donne ces informations-là à Cummings. Cummings en informe la GRC parce qu'elle dit, dans l'entrevue, on l'a entendu, elle dit, on ne voulait plus diffuser l'entrevue, puis elle dit, je sais pas pourquoi. Elle ne sait pas pourquoi, c'est parce que la GRC voulait pas. Donc, Cummings contacte la GRC, il donne cette information-là à la GRC, et évidemment, la GRC ne trouve pas ça particulièrement bien choisi de parler en tout cas, de parler d'une espèce d'issue à la crise sur les ondes de la radio de cette manière-là. Alors, la GRC il l'impose pas, il demande à Robert Cummings de cesser de diffuser ce genre d'entretien à la radio, ce qui ne pourrait, disent-ils, simplement alimenter davantage les spéculations et peut-être éventuellement pourrait nuire aux investigations. Et comme l'avait dit Iron News, le 6 novembre, elle avait bien précisé, elle n'a pas dit le 5, elle n'a pas dit le 7, elle a dit le 6 novembre. C'est le 6 novembre que la police de Montréal vont procéder à l'arrestation d'un certain Bernard Lortie, qui est l'un des ravisseurs de Robert Laporte. Et là, à ce moment-là, le château de cartes commence à s'écrouler. Donc, on commence à découvrir qu'est-ce qu'il y a en dessous de du FLQ. Le 3 décembre, Iron News avait dit cette histoire-là va durer pendant 3 mois, donc ça nous amener en décembre. Or, le 3 décembre 1970, les policiers vont se déployer autour d'un édifice à logement en briques rue Récollet à Montréal-Nord, qui se trouve à 7 kilomètres de l'endroit où Richard Cross a été enlevé. À ce moment-là, il est détenu depuis 59 jours et les policiers vont retrouver, il va y avoir une négociation entre les ravisseurs et les policiers. Finalement, les ravisseurs vont demander de libérer, ils vont dire on va libérer Richard Cross à condition que on ait un sauve-conduit. Ils vont donc négocier leur sauve-conduit pour un avion qui doit les amener à Cuba. D'ailleurs, ça faisait partie des demandes du FLQ. Dans le manifeste qu'ils avaient envoyé, ils avaient demandé ça, qu'à l'issue de la crise, qu'ils puissent être envoyés dans un avion à Cuba. Donc, c'est une de leurs demandes. On accède à ça, bien sûr, après avoir reçu le feu vert, et bien sûr, de Fidel Castro, et Richard Cross est libéré. Et c'est sûr que quand on regarde ça, on se dit, si Iron News allait un peu à la pêche, puis elle disait n'importe quoi, il faut bien l'avouer, elle a quand même bien tombé sur plusieurs éléments liés à cette fameuse crise d'octobre 1970. Donc, c'est un événement que peu de gens connaissent à propos de la crise d'octobre. Cette implication d'une voyante qui n'a pas permis de résoudre la crise, mais qui quand même est venue ajouter un peu dans ce chaos, un peu une espèce de petite saveur surnaturelle. Et comment son histoire a été rendue publique? Après, évidemment, on avait les enregistrements, toutes les conversations que Robert Cummings a fait avec Iron News, elles ont été enregistrées et après l'issue de la crise, à partir du moment où on a arrêté les ravisseurs à la fois de Cross et de Laporte, les communications ont été diffusées et là, bien sûr, il y a eu toutes sortes de conversations autour de ça. C'est comme ça qu'on a su finalement qu'en coulisses, Iron News avait parlé avec l'animateur Robert Cummings et avait donné toutes sortes d'informations et qu'on a appris également que la GRC avait été informée, mais que la GRC n'avait pas particulièrement apprécié le fait qu'on discute de cette situation-là. Voilà. Il y a un petit détail à propos de ça. Au Québec, on
quand on parle, par exemple, des théories du complot, on a un animateur de la radio qui est Radio-Québec, qui est Alexis Cossette-Trudel. On a beaucoup parlé cette semaine. Certains le voient comme étant un sonneur d'alerte, d'autres comme étant le pire conspirationniste. Mais il faut savoir que ce Alexis Cossette-Trudel, peu de gens savent qu'il est le fils des ravisseurs de Richard Cross. Ses parents, Louise Langteau et Jacques Cossette-Trudel, formaient cette cellule du FLQ qui ont enlevé Richard Cross. Et Alexis Cossette-Trudel est né à Cuba durant l'exil, justement, de ses parents suite à la crise d'octobre 70. Hein? Christian, il est 18h59. On fait une courte pause. Vous avez des questions à poser à Christian Page. Je vous invite à le faire par texto 418-670-9098. 418-670-9098. On revient. Radio X Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X. On est maintenant rendu au segment de l'entrevue avec Christian et Mallory Clément. Bien sûr. Je te laisse nous la présenter. Une petite question. Est-ce que tu étais au courant, Yannick, de cette histoire-là du médium durant la crise d'octobre 70? Ben, écoute, les auditeurs avaient jamais entendu parler de cette histoire-là. C'est ça, parce qu'on a essayé de couvrir ça. Hein? Ouais. Le fait que l'information circulait. Cummings avait les bandes audio, mais la GRC disait non, si on diffuse ça va nuire à l'enquête, etc. Et à part peut-être les anglophones, parce que CJCI, c'est une petite station, donc mis à part les auditeurs un peu de la station, l'affaire a été un peu passée sous silence. Et moi, j'avais eu le plaisir, j'ai passé une journée avec Iron News, une vieille madame, elle est décédée en 2012, elle avait, je pense, 92 ans ou un truc comme ça. Moi, je l'avais rencontrée en 2005, elle était déjà très âgée, mais elle avait encore de très, très bons souvenirs de ça. Une femme qui était tout à fait charmante, et puis bon, elle me racontait. Tu sais, ces gens-là, ils ont toujours des histoires à nous raconter, ça n'en finit plus, là, tu sais, là. J'ai bien aimé cette rencontre-là. Bon, OK. Je me suis assez penché, là. On y va avec l'entrevue. Effectivement, donc la semaine dernière, Mallory Clément, je le répète, il est l'auteur d'un livre sur les phénomènes de hantise et des apparitions. Son sujet de prédilection, bien sûr, c'est tout cet univers de l'au-delà, des défunts et communication spirite, tout le reste. Mais en même temps, c'est un type qui est excessivement pointu sur ce qui se passe sur la scène européenne. Puis, bien sûr, la scène européenne francophone, et on peut étendre ça aussi au Québec, parce que c'est un peu la même chose avec l'Internet. Ce qui circule en France circule ici aussi. Avec les chasseurs de fantômes en France sont pas différents des chasseurs de fantômes au Québec, et les sceptiques français sont pas différents des sceptiques québécois. Donc, c'est un fin observateur. C'est un type qui a une connaissance encyclopédique à peu près des recherches qui ont été menées. Il connaît, en fait, il est toujours très, très, très pointu sur tout ce qui se publie dans cet univers-là. Et donc, la semaine dernière, on avait abordé cette relation un peu difficile entre les croyants et les sceptiques, où on doit se situer, parce que je l'ai mentionné la semaine dernière, hein, je suis toujours trop croyant pour être un bon sceptique et toujours trop sceptique pour être un bon croyant, et c'est un peu la même chose pour Mallory. Il se trouve exactement dans cette zone frontière. Et la semaine dernière, on a un petit peu parlé de la mauvaise foi des croyants, qui ont une tendance un peu à faire ce qu'ils croient être la bonne chose, et même si on essaie de leur expliquer qu'ils sont dans l'erreur, évidemment, le message passe pas. Et l'une des raisons, ils ont une façon aussi un peu de diaboliser la communauté scientifique. Donc, je lance l'entrevue, on parle là-dessus, au moment où on est en train de discuter justement sur cette façon dont les sceptiques, les croyants ont tendance à diaboliser le milieu scientifique. Et après ça, on va glisser vers le côté des sceptiques. Et vous allez voir que eux aussi ont un petit peu des squelettes dans leur placard. Alors, on écoute Mallory Clément. Les forts tenants du paranormal, chasseurs de fantômes et compagnie, ils ont une tendance à diaboliser les scientifiques. Hein. Nous avons raison. Les scientifiques sont un peu aux côtés de leur pompe, donc il ne faut pas leur faire confiance. Et même dans certains cas, ça glisse même presque dans les théories du complot. Là. Les scientifiques sont là pour protéger leur univers ou leur milieu académique, donc ils n'ont pas l'ouverture d'esprit d'accepter qu'il y a des choses qui pourraient être de nature paranormale. Et là, on tombe littéralement dans le fantasme.
Oui, et ce qui manque aussi, c'est une démarche, j'appelle ça une démarche de co-construction. C'est-à-dire que tu as d'un côté des gens comme moi, voilà, qui essayent de faire des ponts avec d'autres chercheurs, autodidactes aussi. Ce qu'il faut savoir aussi, il y a beaucoup d'enquêteurs en France qui ne publient pas, en fait. On travaille dans l'ombre. Et voilà, des gens qui ont aussi des bagages scientifiques, qui ont du discernement, et qui disent, voilà, moi j'ai vu ce qu'on peut appeler une apparition, mais personne va te dire, par exemple, que j'ai vu un mort. Il va dire j'ai vu un type, un décor, quelque chose qui n'a rien à faire là. Donc tu vois, c'est déjà différent avec l'interprétation spirituelle qui est gratuite. Après, voilà, ce que je veux dire, c'est que on a plein de gens qui essayent de bien faire, qui essayent de faire des passerelles avec des savants, mais on n'en est pas encore là. Moi, je rêverais faire des passerelles avec des savants, avec des gens qui travaillent dans des milieux plutôt académiques, de venir aussi avec nous en enquête ou partager nos constructions. Actuellement, je ne sais pas si tu partages mon point de vue, la recherche sur le paranormal, je mets le mot para entre parenthèses parce que pour moi le paranormal, c'est des choses tout à fait normales qui ne sont pas encore découvertes ou mal comprises. Hein. Voilà, faut être clair par rapport à ça, ça n'a rien à voir avec l'ésotérisme ou le surnaturel, mais il manque, la recherche est morcelée. Je ne sais pas si tu vois ça aussi au Québec. Oui, je partage tout à fait ton opinion là-dessus. Et ce qui est d'autant plus surprenant, et tu l'as bien mentionné dans cet ouvrage que tu te prépares à publier chez JMG, tu abordes cette question-là. D'ailleurs, je suis très heureux d'avoir signé un petit texte en postface de l'ouvrage. Tu mentionnes, et là c'est vraiment incroyable, tu mentionnes des travaux qui ont été menés dans des milieux académiques sur les phénomènes paranormaux, qui sont récupérés par les pseudo-sceptiques, et là on fait dire à ces chercheurs des choses qu'ils ne disent pas. Et je donne un exemple qui est absolument extraordinaire. Il y a quelques années, je me suis retrouvé à Sudbury, en Ontario, et dans le laboratoire du docteur Michael Persinger. Michael Persinger, il faut le savoir, il a fait énormément de recherches sur ce qu'on appelle l'hypothèse environnementale. Donc, pour les auditeurs, l'hypothèse environnementale, c'est de dire qu'il y a dans l'environnement des éléments qui pourraient amener les observateurs à avoir une perception erronée de ce qui se passe. Elle peut être très variée. Ces contaminants de l'environnement, ils peuvent être très, très variés. Il peut s'agir, par exemple, de champignons, il peut s'agir de basses fréquences, il peut s'agir de variations dans les champs électromagnétiques. Donc, il y a de nombreux éléments de ce type-là. Et Persinger s'intéressait beaucoup aux variations dans les champs électromagnétiques. Il avait mis au point ce qu'on appelle le casque de Dieu, dont j'ai moi-même fait l'expérience. Donc, pour les auditeurs, encore une fois, il s'agissait d'une espèce de casque de football sur lequel on avait placé des électrodes. On plaçait un sujet dans une chambre, dans l'obscurité, une espèce d'isoloir, et là, voilà qu'on faisait varier les champs électromagnétiques auxquels était soumis le cerveau, en suivant, bien sûr, des paramètres comme ceux qu'on retrouve dans la nature. Et c'est vrai que dans certains cas, on pouvait avoir des perceptions assez surprenantes, perceptions très subjectives, une impression de flottement, une impression de présence. Mais ce sont souvent des perceptions très, très, très subjective. Persinger reconnaissait la limite de son expérience et reconnaissait bien que ça ne pouvait s'appliquer que dans le cas de perception subjective relativement ténue. Et voilà que ce travail-là, c'est toujours un peu surprenant, ce travail-là est récupéré du côté des pseudo-sceptiques qui lui font dire plein de choses que Michael Persinger ne disait pas non plus de ses travaux. Et c'est vrai avec Vic Tandy, qui lui a démontré que peut-être que des basses fréquences pouvaient altérer notre jugement. C'est vrai également avec Olaf Blanc qui disait que dans un environnement, dépendamment des conditions dans lesquelles se trouvent les observateurs, il peut y avoir des perceptions erronées. Mais ces gens-là sont excessivement prudents dans leur discours. Ils reconnaissent que ce type d'explication ne peut correspondre qu'à une minorité de phénomènes observés, mais déjà on peut faire un décantage plus objectif. Et voilà que ces travaux-là sont récupérés par les pseudo-sceptiques qui les étirent comme si c'était des élastiques et leur font dire à peu près n'importe quoi. Mike Persinger, qui est décédé, j'imagine, à lire la littérature pseudo-sceptique, doit littéralement se retourner dans sa tombe en voyant tout ce que l'on fait dire à son hypothèse. Oui, et tu sais, il y a un truc qui m'a particulièrement énervé, c'est-à-dire que quand tu tapes Ghost, Haunting ou Paranormal, enfin Fantôme, tu vas trouver 4 explications scientifiques que reprend Science et Vie 2015 pour expliquer cela.
Number one, tu as les champs magnétiques, après tu as les infrasons, après tu as les champignons toxiques, et après ça me reviendra. Or, il y a 30 ans qui se sont écoulés par rapport à ces hypothèses-là. Les champs magnétiques, ils ont été étudiés aussi par Rawls and Nichols, ils ont été étudiés par Pierre Grandvist, par Chris French, Jason Braithwaite, et il y a maintenant aucune preuve que les champs magnétiques puissent donner des choses, on va dire, il n'y a aucune preuve, aucune corrélation que ça peut donner des hallucinations au point de voir des fantômes. Pareil pour les infrasons. Tu as eu par exemple les Mythbusters qui ont fait une expérience là-dessus. Voilà, là dans mon livre, en fait, je redémarre chronologiquement pour démontrer comment une expérience scientifique peut être sortie de son contexte pour expliquer le paranormal, et en fait, elles sont complètement insuffisantes. Et c'est ça qui m'agace profondément, c'est-à-dire que, voilà, on va dire, on a 5%, on va en faire 5%, ça y est, la science explique le paranormal. Non. Pareil pour Olaf Blank. Olaf Blank, lui, ce qu'il a fait récemment, c'est dans un laboratoire, en fait, il travaille beaucoup avec la réalité virtuelle, Olaf Blank. Mais moi aussi, quand je mets mon casque de PS4 pour jouer à la console, je vois des fantômes. Ça n'a rien à voir avec les apparitions spontanées, tu vois. Donc, en fait, il y a des affirmations, on va dire, fallacieuses et biaisées que l'on retrouve dans des articles scientifiques mainstream, alors que, logiquement, si on fait preuve de scepticisme, on devrait dire, OK, il y a ça, mais attendez. Il y a le oui, mais. C'est ça, le scepticisme. Et là, on n'est pas dans le scepticisme. On est dans des affirmations qui ne sont pas prouvées, et qui sont complètement exagérés. Pareil, on a... Oui. J'allais dire, il faut quand même, moi, pour avoir discuté avec Olaf Blank, il ne tient pas non plus ce discours-là. Et c'est ça qui est un peu surprenant. On retrouve dans des magazines comme Science et Vie et autres, on retrouve des affirmations qui sont faites par les journalistes, mais qui ne correspondent pas au discours des chercheurs qui ont mené ces expériences-là. Olaf Blank n'a jamais dit que le phénomène de perception erronée lorsque l'on est fatigué, par exemple, dans un contexte d'obscurité comme le sont les chasseurs de fantômes, il dit il est possible que ces gens-là entendent des choses ou voient des choses, mais comme il y a une privatisation sensorielle partielle, il est possible que le cerveau va ensuite alimenter ce qui est perçu. Son discours, il est somme toute tout à fait, comment je pourrais dire, défendable, et il s'appuie sur des données rigoureuses. Mais ce que l'on fait dire, il y a une expression, je ne sais pas si vous avez la même en France, mais il y a une expression ici au Québec qui dit je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu entends ou tu comprends. Et c'est exactement ce qu'on retrouve. Olaf Blank dit quelque chose, les journalistes, notamment par exemple dans Science et Vie ou même dans les milieux pseudo-sceptiques, on récupère le discours d'Olaf Blank et on lui fait dire des choses que le chercheur lui-même ne dit pas. Mais et oui. Ça, c'est un peu aberrant. Donc moi, j'ai vu ça sur Internet, je dis super, on a une réponse par rapport, voilà, je reprends ton expression, je vais arrêter d'enquêter, et puis je vais aller faire du golf, donc je me renseigne, puis là, je tombe sur le chercheur qui bosse avec Olaf Blank, qui s'appelle le docteur Ronini. Ronini, il disait qu'il était très surpris de voir l'explosion sur Internet, alors que leur expérience peut expliquer une toute petite partie de ce qu'on peut dire, de ce qu'on appelle du paranormal, si tu veux. Et il le disait, notre expérience en laboratoire a montré que nos sens pouvaient nous tromper au travers d'un appareillage sophistiqué et que dans certaines situations, l'isolement, par exemple, dans une maison un peu lugubre, tout ça, notre cerveau peut jouer des tours, mais ça n'explique pas tous les cas de hantise. Il le met noir sur blanc, alors qu'on m'explique comment il y a une telle exagération dans les magazines scientifiques mainstream. D'autre part, je continue aussi, on a eu aussi tout un pataquès sur les champignons toxiques dans certaines demeures provoquent des hallucinations, et c'est ce qui explique les fantômes. Donc avec la SAP, on a été 4 à étudier ça, dont la sceptique Hayley Stevens. Et allez voir son site, c'est Hayley is a Ghost. C'est la première à dire que en fait les explications soi-disant scientifiques pour expliquer le paranormal, aussi bien pseudo-sceptiques et scientifiques, sont tout aussi inexactes et fausses que les affirmations surnaturelles. Bon, elle s'est pas fait des copains en disant ça, mais elle dit les choses. Si tu vas sur le site de Clarkson, en fait, c'est Shane Rogers qui a affirmé ça, que les fantômes sont des hallucinations produites par des moisissures.
Ça fait 5 ans qu'il n'a pas publié ses résultats. Vous allez sur le site de Clarkson, Rogers n'a jamais publié ses résultats. Si on tape le nom du champignon en question sur des sites scientifiques, c'est pas marqué que ça produit des hallucinations, et il n'y a aucun peer review, aucun autre scientifique qui dit ça. Tu vois, c'est là que c'est déconnant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de sceptiques qui font des affirmations extraordinaires, qui ne sont même pas foutus non seulement de les prouver, et il n'y a pas du tout, en fait, un consensus scientifique là-dessus. C'est très étrange, cette dissonance cognitive là-dessus, tu vois, c'est particulier, hein. Ce que tu mentionnes, Olaf Blank me tenait exactement le même discours en me disant que son étude, sa recherche montrait simplement que dans des conditions particulières où il y avait en partie de la privatisation sensorielle et principalement visuelle, et on le sait, les chasseurs de fantômes généralement vont dans des lieux la nuit, généralement ils font leurs recherches dans l'obscurité. Or 80% de l'information que notre cerveau va décanter, c'est de l'information qui nous vient par le visuel. Alors, si on se bloque, on se prive de stimuli visuels, évidemment, les autres sens rapidement risquent d'avoir des interprétations légèrement erronées ou exagérées de l'environnement. Donc, Olaf Blank était très, très clair à ce niveau-là en me disant, vous savez, ça peut correspondre à un certain nombre de perceptions lorsque des gens sont dans l'obscurité, il y a une attente que quelque chose pourrait se produire, qu'un fantôme pourrait arriver. D'ailleurs, les chasseurs de fantômes, lorsqu'ils visitent des lieux, il y a bien sûr cette attente. On visite un lieu que l'on croit être hanté, on y croit et on espère que le phénomène va se produire. Donc, il y a toute une attente qui va se produire. On est dans l'obscurité. Généralement, en milieu de nuit, on est un peu plus fatigué. Il y a le stress. Donc, toutes ces conditions-là peuvent favoriser une perception erronée d'un coup, d'un bang dans un mur, un bruit de pas, ce qui peut nous sembler être un bruit de pas dans l'escalier. Mais Olaf Blank était très, très précis là-dessus. Ce n'était qu'une très faible minorité de phénomènes dits paranormaux qu'on pouvait expliquer de cette manière-là. Et soudainement, il était tout à fait surpris, comme moi, comme toi, visiblement, de voir comment cette explication, cette tentative d'explication est devenue un scientifique crée des fantômes en laboratoire et ensuite répandu de manière très générale dans une pseudo-presse scientifique pour dire voilà, il n'y a pas de fantômes, ce ne sont finalement que des aberrations de notre cerveau. Oui, et je rebondis aussi sur ce que tu dis, parce que voilà, les lieux qui font peur et tout ça, c'est cliché. Il y a des tas de travaux en psychologie anomalistique qui ont fait leurs preuves là-dessus. C'est-à-dire, tu as Richard Wiseman, tu as James Soran, tout ça, ils travaillent justement sur le conditionnement dans le rôle de perception qui sont biaisés. Les gens qui vont dans des milieux hantés, tout ça, comme tu le dis, déjà, ils se trompent parce que un lieu qui fait peur, ça n'a rien à voir avec un lieu hanté. Les dernières données de la SPR et de la SAP démontrent que 70% des cas de hantise se passent dans des lieux tout à fait ordinaires. Excite les cimetières, excite les asiles psychiatriques, excite en fait tout ce qui est issu de la culture et de la pop culture, justement, qui démontre que en fait, un fantôme, entre parenthèses, ne se trouve pas dans un lieu qui fait peur. Tout ça, c'est du bullshit qui est véhiculé par les médias, si tu veux. Et il y a Renaud Evrard qui a fait une critique avec Pascal Catala aussi sur les travaux de Wiseman et moi-même. C'est-à-dire que les travaux sur la suggestion démontrent effectivement que les gens ont des perceptions, on va dire, bizarres. Mais moins de 3% affirment qu'ils ont affaire à un fantôme. C'est juste j'ai senti un courant d'air bizarre, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre. Les travaux de Christopher French montrent aussi une excitation sexuelle. Et hop, dans les médias, comme par magie, ouais, ça y est, la suggestion explique les fantômes. Non mais attendez, les résultats, lisez les résultats. Voilà, il y a des critiques extrêmement pertinentes de parapsychologues aussi par rapport aux travaux de Wiseman qui disent que Wiseman, bon, ok, il a fait un travail sur le conditionnement, c'est vachement bien, mais Renaud Evrard fait remarquer le décalage dans le cadre des observations d'apparition et de poltergeist, si tu veux, et Pascal Catala également. Après, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est comme je te disais, la SAP, les résultats, ils sont là, et au niveau de la SPR, 70%, ça c'est hyper important aussi de dire que, grosso modo, j'ai pas les feuilles sous les yeux, 70% des apparitions sont vues en plein jour. Donc l'excuse de la paralysie du sommeil pour expliquer ça, ce qu'on appelle les apparitions, en fait, sont hyper rares dans le cadre des documents de la SPR, tu vois. En fait, c'est au cas par cas, et ce que je regrette, c'est qu'on se retrouve avec des affirmations qui sont surgonflées et avec aucune analyse critique, tu vois. Et c'est ça qui est dommage aussi dans les médias. C'est-à-dire, ouais, la paralysie du sommeil explique les fantômes.
Oui, c'est vrai, ça explique les fantômes entre parenthèses, sauf que le contre-argument, la majorité des observations d'apparitions se passent en plein jour, avec des gens qui ne sont pas dans le deuil, avec des gens aussi qui n'ont pas de troubles cognitifs. C'est Annalisa Vantola sur la SPR qui a fait un article là-dessus. Les gens qui vivent des apparitions n'ont pas de troubles psychiques, ce sont des gens normaux. Et comme par hasard, tous ces travaux-là, ça passe à la trappe. C'est extraordinaire. Là, je te jure, c'est extraordinaire. Moi-même, j'évoque cette histoire d'apparition en plein jour en disant, ben voilà, quand les chasseurs de fantômes vont dans des lieux soi-disant hantés, le font essentiellement de nuit, que ces gens-là refusent en fait parce que de nuit, l'argument souvent qui m'a été lancé par les chasseurs de fantômes, c'est de dire la nuit, il y a moins de bruit à l'extérieur, donc à ce moment-là, on est plus à même d'entendre s'il y a des manifestations, des bruits ou etc. C'est vrai, mais rien n'empêche ces gens-là de mettre de la lumière pour voir devant eux plutôt que de tourner en infrarouge, ce qu'ils font généralement. Parce que, comme le montrent bien les statistiques, les apparitions, si fantômes il y a, si ce sont des revenants, visiblement, ils ne sont pas trop incommodés par la lumière. Non, donc, à ce moment-là, il n'y a absolument aucun argument qui tienne pour empêcher, pour en fait se limiter l'apport de lumière dans un lieu soi-disant hanté lorsque l'on fait une investigation. Oui, tu sais, moi, quand je suis en enquête, avec d'autres collègues aussi, hein, on a des lampes torches, on n'est pas dans le noir, des fois on allume la lumière et on fait surtout des rondes. On attend, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Des fois on pose des questions, il ne se passe rien, mais en tout cas, toute la quincaillerie, en amont, ce qu'on fait déjà, si on regarde s'il y a, par exemple, pas une chaudière qui fuit, parce qu'on sait que l'intoxication, tu vois, au CO2 peut produire des malaises, des mauvaises perceptions. Il y a toute une vérification en amont avec, là, pour le coup, des appareils adaptés, genre, par exemple, des trucs pour mesurer l'électricité, tout ça, mais qui sont adaptés, justement, à notre environnement. Là où c'est déconnant, c'est qu'on détourne ces appareils-là pour essayer de dire oh, c'est un esprit à un fantôme. Ça marche plus maintenant. Et d'autre part aussi, voilà, les gens qui enquêtent la nuit, tu le dis très bien aussi, si tu vois toutes les émissions de chasseurs de fantômes, il y a une espèce de code de code à respecter, c'est-à-dire c'est tous des clones. Tac, c'est fait comme ça, c'est fait comme ça, c'est fait comme ça, c'est fait comme ça. Mais moi, ce que j'attends aussi, c'est que les gens-là se posent et renouvellent aussi ce qu'on appelle les enquêtes paranormales et qui regardent un petit peu ce que les vieux, pardonnez-moi l'expression, les anciens enquêteurs aussi, ce que faisaient avant, c'était bien plus pertinent. C'est quoi, en fait, je trouve ça bien mieux de se poser dans un lieu et puis d'écrire ce qu'on constate et de faire des rondes sans artifice. C'est ça, en fait. Là, il n'y a plus ce degré d'authenticité. C'est du freak show. Donc, c'est bien devant un paquet de chips et un coca ou une pizza. Hein. Moi, ça ne me pose pas de souci. Mais il y a beaucoup de choses aussi à prendre aussi des sceptiques lorsqu'ils nous disent attention, là, c'est pas bon, là, c'est pas bon. Je pense qu'il y a un calcul savant à faire entre la parapsychologie d'un côté, l'étude tenante et l'étude sceptique. Si tu es dans deux extrêmes, forcément, de mon point de vue, tu ne seras pas objectif. De mon point de vue. Écoute, Mallory, le temps file. J'aurais une dernière question à te poser. Et on le sait, il y a 20 ou 30 ans, avant l'avènement de l'Internet, il y avait une espèce de filtre. On supposait que ce qui était présenté à la télévision ou encore dans les livres, on supposait qu'il y avait une espèce de droit de réserve, c'est-à-dire que les journalistes qui écrivaient des ouvrages, on sait tout ça devait passer par un comité de lecture, ça passait à travers l'éditeur. Donc, lorsque l'ouvrage paraissait en kiosque, en librairie, on se disait, bon, ben voilà, il y a eu tout un travail de filtrage qui a été fait. Et c'était à peu près de même avec la télévision ou la radio, ça n'empêchait pas de dire des conneries, mais on s'est dit, à la radio ou à la télé, il y avait aussi ce filtre, hein, il y avait, lorsqu'une nouvelle était présentée ou elle paraissait dans les journaux, on suppose que le journaliste avait fait un bon travail, bon, il avait vérifié ses sources, hein, le b.a.-ba du bon journalisme, c'est de vérifier sa source et obtenir 2 ou 3 sources différentes qui vont confirmer un fait. Aujourd'hui, avec l'ère de l'Internet, on ne reviendra pas en arrière. Ce filtre-là n'existe plus. Tout le monde peut publier n'importe quoi. Et on a beau essayer de dire aux gens, vérifiez l'information, vérifiez le site que vous consultez. Une information qui est véhiculée sur une chaîne d'information comme CNN,
et c'est pas garant, mais on est d'accord qu'une information qui est véhiculée sur CNN ou sur le Washington Post ou le New York Times a probablement plus de validité ou plus de chances d'être vraie que si on va se documenter sur le www.conspirationmondiale.com. Donc, on est d'accord avec ça, mais on ne peut plus revenir en arrière. Les gens doivent maintenant, on ne peut plus espérer que le filtre vienne des médias d'information, mais que le filtre vienne de monsieur et madame tout le monde. On espère que ces gens-là vont développer un sens critique lorsqu'ils iront consulter de l'information sur le web. Cela étant dit, Mallory Clément, vous êtes un observateur de la scène paranormale, de ce qui se fait, en particulier dans les médias. Vous êtes très présent, vous regardez à peu près tout ce qui se publie, vous commentez. Qu'est-ce que l'on pourrait faire de plus pour que les gens développent un meilleur sens critique par rapport à ce qui est véhiculé sur le paranormal? Déjà, de regarder les sources. Il ne faut pas faire confiance aussi à des vulgarisateurs sur Internet, sur YouTube, qui, le plus souvent, survolent la question ou ils n'étudient pas le sujet. C'est d'aller aux sources. Si vous voulez du travail, vous voulez avoir des renseignements sur, par exemple, sur les hantises et tout ça, vous allez sur le site de la SAP, vous allez sur le site de la SPR ou de la SPR. Il y a de très bons sujets là-dessus, de très bons travaux sur les poltergeists aussi également. Après aussi, si vous voulez être pertinent, c'est de lutter contre l'obscurantisme. Il y a deux choses dans le cadre de l'obscurantisme, enfin deux formes d'appel à l'ignorance, j'appelle ça. Le premier appel à l'ignorance, c'est de croire que la Terre est plate, le complotisme et compagnie. Ça, il faut mettre toute une barrière là-dessus et ça commence par l'éducation de vos enfants et des étudiants. Mais après, le deuxième appel à l'ignorance, comme on l'a cité ici, c'est le pseudo-scepticisme en fait. Et pour ne pas sombrer dans le pseudo-scepticisme, eh bien, il faut prendre de la hauteur et d'aller aux sources. Ok, il y a tel sceptique qui dit ça, d'accord, moi je vais aller voir la personne qui dit le contraire pour essayer d'être le plus objectif possible. D'arrêter de lire aussi tous les magazines complètement pourris sur les ovnis, tout ça qu'on trouve dans les kiosques aussi. Et aussi faire le tri. Si vous voulez apprendre au niveau de la parapsychologie, vous consultez le site Circe, vous lisez Renaud Évrard, qui est le président actuel de la SPR, et tous les chercheurs, en fait, voilà, vous allez sur l'IMI, vous allez aussi vous tapez paranormal, parapsychologie en mots-clés, lisez aussi la littérature sceptique. Ça vous permettra aussi d'avoir une approche plutôt objective. Par contre, moi, on me dit souvent, Mallory, il faut que tu choisisses ton camp. J'ai aucun camp à choisir. Moi, je reste libre de réfléchir et je pense qu'il ne faut pas perdre cette liberté de réfléchir plutôt que d'être dans un camp et de dire lui il a tort et moi j'ai raison. C'est pas comme ça que ça marche et malheureusement, ce qui est très triste aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de clivages et encore plus, enfin davantage aujourd'hui. Et moi, je trouve ça effrayant de voir comment les gens s'étripent au sujet du paranormal alors qu'on a tous à y gagner, à faire un travail ensemble. Dans une bonne ambiance de travail et en pesant le pour, en pesant le contre et sans traiter son prochain d'imbécile, quoi. Mais malheureusement, on est encore dans ce schéma-là actuellement. J'adore ta réflexion parce que moi-même, ici au Québec, les gens me demandent est-ce que vous êtes un croyant ou vous êtes un sceptique? Et effectivement, je n'ai pas à prendre position dans ce débat-là que je trouve tout à fait stérile entre la croyance et la non-croyance. Je suis au centre et mon seul intérêt, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on peut, où on en est maintenant après 150 ans de recherche en parapsychologie? Est-ce qu'on a développé des hypothèses? Est-ce qu'on connaît des mécaniques? Qu'est-ce que l'on peut vérifier? Qu'est-ce qui est vérifiable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et d'essayer de faire un tri à travers tout ça. Donc, il n'y a pas de camp à prendre, mais simplement il n'y a qu'un seul camp à prendre, celui de la vérité. Oui, exactement. Et après, voilà, il faut toujours ne pas perdre cette liberté de réfléchir. Moi, je suis comme toi, pour les sceptiques, je serais un tenant patenté. Et pour quelqu'un qui croit à fond aux esprits, tout ça, je serais un odieux sceptique. Mais je pense que c'est la bonne place et c'est une place qu'on doit défendre. Parce que les extrêmes, ce que la science nous a appris et ce que l'actualité nous a appris, c'est que tous les extrémistes sont mauvais. L'histoire nous l'a appris. Tous les extrémismes, quels qu'ils soient, sont mauvais. Et au bout d'un moment, tu arrives à un manque de discernement et on tombe dans des positions extrêmes, voire malveillantes. Et ça, c'est pas possible. C'est plus possible.
Mallory Clément, merci beaucoup pour cette conversation sur le pseudo-scepticisme et de quelle est la position actuelle de la recherche sur les phénomènes de hantise et de manifestations dites entre guillemets paranormales. Et nous aurons certainement l'occasion de revenir sur ce sujet. Alors, encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Intéressant ton entrevue avec Mallory Clément, puis j'ai retenu aussi les objets à la fin de dire aux gens de s'éduquer un peu plus sur la chose, de rester objectif, de lire de la qualité, de consulter les experts et de ne choisir aucun camp. C'est drôle, Yannick, parce que la réflexion que tu me fais, c'est vrai, quand j'ai segmenté l'entrevue, puis là, je la réécoutais. Et c'est une entrevue qu'on a fait juste avant l'épidémie de COVID. Là. Donc, c'est une entrevue que j'ai dû réaliser au début du mois de mars, quelque chose comme ça. Puis quand j'écoutais la fin de l'entrevue, et justement avec tout ce qui s'est produit cette semaine, je me disais, c'est amusant comment la coïncidence, quand il dit faut éviter les extrémistes, il faut jamais cesser de se poser des questions, parce que c'est un peu ça, c'est-à-dire que il n'y a pas à choisir un camp. Moi, tu vois, ça fait, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans l'émission, ça fait plus de 40 ans que je suis là-dedans. J'ai été pendant 20 ans militant dans des associations, et quand j'ai vu que les associations travaillaient davantage pour elles, hein, si t'es membre de telle ou telle association, tu dois avoir telle ou telle philosophie, puis si tu détonnes un peu de ces politiques-là, ben là, évidemment, t'es un peu comme un paria. Alors que moi, je veux pas faire ça. Moi, j'ai envie d'être un libre penseur. Donc, je sais pas ce que c'est, mais j'ai le droit de me poser des questions. Et ce que mentionne Mallory, ben, ces questions-là, on doit se les poser, puis on doit se les poser dans les deux camps. C'est-à-dire que ne pas, moi, là, personnellement, je voudrais bien là que les fantômes existent. Mais si je me contente de poser la question uniquement à des gens qui croient que les fantômes existent, puis qui veulent me vendre des fantômes, ben évidemment, ils vont me donner une vision qui est un peu biaisée. Et si d'un autre côté, je ne crois pas que les fantômes existent et je ne vais que m'alimenter du côté des sceptiques, ben ils ne vont que finir par me convaincre que j'ai raison. Or, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux la vérité ou est-ce que je veux avoir raison? Et si je veux avoir la vérité, ben je pense qu'il est essentiel de regarder tout ce qui se véhicule sur ce sujet-là, regarder les pour et les contre et d'essayer d'avoir le plus d'informations pour pouvoir faire un tri objectif par rapport à l'information qui est véhiculée. Malheureusement, c'est pas suffisamment le cas. Et tout ce qu'évoquait Mallory Clément, toutes les hypothèses qui ont été proposées, les champignons, les champs électromagnétiques, moi-même, lorsque je donne une conférence sur les phénomènes paranormaux, je les propose, toutes ces solutions-là. Ce sont des bonnes voies de la recherche. On doit en tenir compte pour pouvoir éliminer. Parce que maintes fois j'ai répété, puis sur les ondes de Radio X aussi, puis on en a souvent parlé, il y a à peu près 90 à 95% de bullshit. Lorsque l'on parle du paranormal, il y a à peu près un noyau de 5% de phénomènes qui sont réellement intéressants. Mais à partir de ce moment-là où tu as isolé ce 5% d'incidents qui sont mystérieux et étranges, ben tu dois tenir compte, on doit aller de l'hypothèse la plus vraisemblable vers la moins vraisemblable. Donc, on doit tenir compte que il est possible que dans notre 5%, avant, là, on avait un 5%, puis c'était 5%, c'est sûr que c'est surnaturel. Là, aujourd'hui, on a un 5%, mais on se dit, dans ce 5%-là, il y en a peut-être qui ont pu être provoqués par des champignons, il y en a peut-être qui ont été provoqués par des champs électromagnétiques, il y en a peut-être qui ont été provoqués par des basses fréquences. Donc, ça nous permet de décanter pour ramener davantage vers un noyau de cas solides. Il n'en faut pas 100 000, il en faut quelques-uns, un seul même peut être suffisant. Il faut essayer de décanter ça. Et malheureusement, c'est ce que à la fois les partisans comme les sceptiques ne font pas. Et là, ben, on se retrouve avec un débat qui ne mène nulle part, qui est tout à fait stérile, parce que d'un côté, tu as ceux qui disent « moi, j'y crois », puis de l'autre côté, tu as ceux qui disent « moi, j'y crois pas ». Mais moi, j'ai pas envie de croire, j'ai envie de savoir. Et là, il y a toute une différence entre les deux. Exact. On passe maintenant à l'actualité de la semaine, si tu le veux bien. Tu voulais nous parler d'Elon Musk et de l'intelligence artificielle.
Oui, c'est ça, parce que Elon Musk, écoute, a fait une déclaration cette semaine qui a fait beaucoup réagir. Mais c'est pas la première fois qu'Elon Musk fait des déclarations pour réagir. Écoute, il était en entrevue pour un balado-diffusion qui s'appelle Sway. C'est le balado-diffusion du New York Times, donc un journal quand même très prisé. Et il donnait une entrevue à la journaliste Kara Swisher. Et là, il évoque, bon, évidemment, ils ont parlé de toutes sortes de trucs, ils ont parlé de la voiture, parce que, bon, Elon Musk, pour ceux qui étaient absents de la planète Terre au cours des 5 dernières années, qui est Elon Musk, ben, c'est un financier, il est natif d'Afrique du Sud, il vit maintenant aux États-Unis, et c'est un type qui déborde d'idées, il fait souvent des déclarations un peu à l'emporte-pièce, mais c'est quand même un financier, un milliardaire, qui a toutes sortes d'idées, qui a transformé littéralement au cours des dernières années, qui a transformé un peu le monde. Il est le père de la voiture Tesla, mais il est également le père de la compagnie SpaceX, qui est le nouveau lanceur de la NASA pour mettre des astronautes dans la station orbitale. On le veut avec sa capsule Dragon, mais également celui qu'on pressent pour être le prochain à envoyer des astronautes sur la Lune et éventuellement sur Mars. Donc, c'est un individu dont j'imagine que son cerveau doit fonctionner à 400 à l'heure, là, continuellement. Et donc, il fait une déclaration. Il était en entrevue donc au New York Times pour ce balado-diffusion Sway. Il a abordé bien sûr la voiture Tesla. D'ailleurs, il a annoncé que il avait acheté sa propre mine de lithium. Écoute, ça m'a fait penser à cette publicité. Les gens les plus vieux vont se rappeler cette publicité dans les années 80 ou 90 où le type annonçait les rasoirs Philips. Je crois que c'était Philips. Et là, il disait, j'ai tellement aimé le rasoir que j'ai acheté la compagnie. Ouais. Voilà. Et là, Elon Musk a fait ça. Donc, il travaille beaucoup à améliorer les piles qu'on retrouve dans les voitures. Et il a acheté sa propre mine de lithium. Et il annonce donc que pour très prochainement, on devrait avoir des batteries, des piles qui vont durer beaucoup plus longtemps et qui vont permettre une plus grande autonomie sur les voitures. Il a parlé également de Neuralink, on en a parlé ensemble il y a quelques semaines, hein, cette idée d'implanter des microprocesseurs dans le cerveau. Là, évidemment, je vois déjà les gens qui vont dire un microprocesseur, mais il faut comprendre l'objectif de ça. Hein, c'est pas l'idée du microprocesseur, c'est de pouvoir compenser pour des lésions qui seraient, par exemple, à la moelle épinière. Donc, on comprend, par exemple, l'individu qui a été victime d'un accident, qui a eu des lésions à la moelle épinière, qu'il est paraplégique. Mais en plaçant donc ce microprocesseur, on pourrait éventuellement faire une espèce de pont entre l'influx nerveux qui va aux membres, qui là ne va plus aux membres à cause des lésions à la moelle épinière. On pourrait donc faire une espèce de pont entre le mécanisme du cerveau vers les membres et ces gens-là pourraient retrouver une certaine mobilité. Ça semble de la science-fiction, écoute, mais on comprend les bienfaits d'une situation comme celle-là. Donc, évidemment, il faut toujours être prudent, parce qu'à partir du moment où on dit on va nous implanter un microprocesseur dans le cerveau, je vois déjà qu'il y a une levée de bouclier. Mais quand on regarde les bienfaits thérapeutiques, les bienfaits pour la médecine que ça peut apporter, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et là, Elon Musk aborde l'intelligence artificielle. Et là, il fait une déclaration, écoute, qui donne froid dans le dos, hein, parce qu'il dit, vous savez, l'intelligence artificielle, plus on va développer l'intelligence artificielle, plus elle va devenir autonome. C'est un peu l'idée de créer l'intelligence artificielle. Tu veux pas, si ton ordinateur, tu veux que ton ordinateur s'adapte, et c'est un peu ça aussi, hein, nos ordinateurs vont faire leur propre mise à jour. Hein. Si vous avez, par exemple, un environnement Windows, il va faire ses propres mises à jour. Il calcule tout ça. Bien sûr, tout ça est programmé dans le système. On peut comprendre que l'intelligence artificielle, c'est que le système réussisse lui-même à identifier ses lacunes et pouvoir les combler. Et là, Elon Musk dit, vous savez, l'intelligence artificielle, plus elle va devenir intelligente, plus elle va devenir autonome. Mais plus elle va devenir autonome, plus elle va chercher, bien sûr, à s'améliorer. Et là arrive la déclaration, on se penserait quasiment dans Terminator, où il disait, le problème, c'est que si éventuellement elle en vient à considérer que l'être humain, hein, l'humanité, est un frein à son évolution, elle va trouver le moyen d'éliminer l'humanité. Exact. Tu dis, c'est... Et il donne un exemple, je veux dire,
si tu roules en voiture et il y a un nid de fourmis au milieu de la route, tu t'arrêteras pas pour contourner le nid de fourmis. Tu sais, tu te dis, bon, moi, je m'en vais par là, puis le nid de fourmis, tant pis. C'est pas parce que tu hais les fourmis, hein. D'ailleurs, il a bien précisé ça. C'est pas une question que l'intelligence artificielle va se mettre à détester l'humanité. C'est pas ça. Elle a pas de sentiment. Son seul travail à l'intelligence artificielle sera, parce que c'est ça qu'on vise, sera donc cette indépendance et cette évolution, cette amélioration. Mais il faut faire attention parce que vers ce but cherché qui est le but de l'amélioration, s'il y a quelque part un frein à cette amélioration-là, comment va réagir cette intelligence artificielle justement pour compenser ce frein-là? L'intelligence artificielle qui est dans des machines pour créer des robots, des robots vont pouvoir créer d'autres robots. À un moment donné, ça se peut qu'ils nous dominent. Il y a 30 ans, on aurait eu ce discours-là, on se serait dit, c'est de la pure science-fiction. Et là, quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, l'évolution exponentielle justement des technologies, de la microtechnologie, des nanotechnologies, évidemment, tout ça, à la fois, ça nous fait... Il y a des perspectives qui sont extraordinaires, comme lorsqu'il parlait de Neuralink, il a dit, vous savez, les êtres humains, ce que l'on est d'abord et avant tout, c'est nos personnalités et notre mémoire. Yannick Marceau est la mémoire de Yannick Marceau. C'est pas tant ton physique, c'est pas tant tes doigts, c'est pas tant tes yeux, c'est pas tant tes cheveux, c'est ce que tu es à l'intérieur, tu comprends? Les souvenirs de ce que tu es et qui a constitué ta personnalité. Alors imagine-toi si on pouvait prendre tout ça, le Yannick Marceau qui est dans ta tête, le placer dans un microprocesseur, à ce moment-là, tu serais presque immortel. Parce qu'on pourrait prendre cette même information-là et la remettre soit dans une machine ou soit la remettre dans une autre entité biologique et soudainement, Yannick Marceau serait encore là. Et que je me le souhaite pas. Tu vois, c'est des perspectives qui à la fois font frémir, qui nous plongent dans la science-fiction et en même temps qui nous ouvrent des perspectives sur le monde du futur qui sont tout à fait fantastiques. Mais bien sûr, il faut toujours se rappeler qu'il ne faut pas perdre le contrôle de la machine. C'est toujours ça qui est l'inquiétude, c'est de perdre le contrôle de la machine. Et qui va dominer ces machines-là? Ouais, c'est ça, tu sais. C'est l'œuf ou la poule. Qu'est-ce qui contrôle? La machine contrôle l'homme ou l'homme contrôle la machine? Qui va avoir la manette? Voilà, qui exact. va avoir la qui manette? a la manette? OK, en passant, c'était Remington. Ah, Remington. OK, bon. Remington. On parle maintenant de la fièvre dengue et le COVID-19. Ouais, écoute, comme à peu près tout le monde, t'as appris que le président Trump avait déclaré qu'il avait été testé positif au COVID-19. Si la course à la présidence avait été un film, là, on aurait pu intégrer ce genre de fait qui nous est arrivé hier où on a appris que Trump avait la COVID-19. Oui, c'est quand même hallucinant. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour le président Trump. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une nouvelle étude qui a été publiée par l'Université Duke en Caroline du Nord. Et ce sont des chercheurs qui ont constaté, parce que tu sais qu'en Amérique du Sud et en particulier au Brésil, il y a eu une forte éclosion du COVID-19 au cours de l'été. Ouais. Et donc, des chercheurs ont regardé un peu l'expansion de cette pandémie au Brésil et ils ont constaté, il faut savoir qu'en 2019, au courant de l'été et l'automne 2019, il y a eu une espèce d'épidémie dans certaines régions du Brésil, une épidémie de la fièvre dengue. Donc la fièvre dengue, qu'on dit aussi parfois, on ne doit pas le dire, mais on a tendance à dire la fièvre de dengue, mais en fait c'est fièvre dengue, c'est un virus qui est transporté par des moustiques. En fait, ce sont 4 types de virus qui sont transportés par des moustiques. Et là, on a constaté, en comparant des gens qui avaient été infectés par la fièvre dengue, on a constaté que l'épidémie de COVID-19 se développait moins rapidement dans ces communautés et les gens qui avaient été atteints de la fièvre dengue présentaient des symptômes moindres lorsqu'ils étaient testés positifs au COVID-19. C'est comme si le fait d'avoir été infecté par la fièvre dengue avait développé chez ces individus-là ou bien une résistance au virus du COVID-19 ou à tout le moins des anticorps qui fait qu'on va minimiser les symptômes. Donc c'est une bonne nouvelle. Hein? Donc on vient de trouver qu'il y avait une autre maladie qui permettait de développer une forme d'immunité contre le COVID-19. La mauvaise nouvelle pour Donald Trump, c'est que comme le COVID-19, il n'y a aucun médicament, aucun traitement, aucun vaccin
pour la fièvre dengue. Ouais. c'est comme on dit, t'as échangé 4,30 sous pour une bière. On me demande si M. Biden a attrapé la COVID-19. Jusqu'à maintenant, Non, apparemment, il était... deux tests négatifs. Oui, c'est ça, 2 tests négatifs. Donc, c'est quand même encourageant. Mais bon, c'est encourageant puis inquiétant en même temps, parce que là, on parle de 2 hommes ils ont 70 ans et plus. Biden approche le 80. Je veux dire, ça commence à être dangereux pour eux autres. Dans les 2 cas, on parle ici ce sont 2 individus qui appartiennent aux populations à risque. Ouais. Donc, c'est une bonne... Bon, quand même, on ne veut pas être plus méchant qu'il faut, là. Je suis pas un partisan de Donald Trump, mais bon, on ne souhaite pas... On souhaite pas le pire à notre ennemi, là. C'est-à-dire, Donald Trump, on lui souhaite un prompt rétablissement, puis on espère qu'il va passer à travers ça. On peut contester ou pas être d'accord avec les idées politiques. L'individu, c'est autre chose. Et puis si malheureusement il décède, tu vas être obligé de défaire des théories du complot parce qu'il va y en avoir. Il y en a qui vont se créer. Là. Écoute, et tu vois, c'est amusant parce que là, il y a même des gens, quand tu sais, des théories du complot, elles apparaissent immédiatement. Donc, depuis ce matin, il y a des gens qui ont dit, ben ça, il n'y a pas le COVID-19, il a fait annoncer ça, puis là, ou bien parce que il veut éventuellement retarder l'élection parce qu'il se sent pas prêt ou à tout le moins, il est pas dans un bon moment pour affronter la population américaine dans une élection. Donc, il va essayer de retarder ça en faisant croire qu'il est malade ou à défaut il va ressortir de l'ombre dans 1 semaine ou dans 2 semaines en disant, voilà, je suis entièrement guéri. Je vous l'avais dit dès le début, c'est rien d'autre qu'une mauvaise grippe qui passe finalement. Tu comprends, donc? Mais bien sûr, aucun de ces 2 scénarios-là n'est défendable. Dès qu'on commence à gratter, on se dit, non, ça n'a pas de bon sens parce que, son médecin a confirmé le fait qu'il avait été infecté. Et ensuite de ça, que ce soit l'une ou l'autre des hypothèses ou des scénarios que proposerait Donald Trump, ça pourrait pas tenir une seconde. Mais quand même, on voit que les théories du complot, dès qu'il y a quelque chose qui affecte socialement les communautés, très rapidement, les théories du complot se profilent derrière. Les auditeurs qui m'écrivent en me disant que Donald Trump est rentré à l'hôpital dans les dernières heures, il n'est pas rentré à l'hôpital. En fait, il est allé habiter à l'hôpital par mesure préventive. Donc, il est dans une suite présidentielle, dans un hôpital X, il est surveillé, mais c'est un endroit qui a été bâti pour lui. Puis, on va veiller au grain pour être sûr certain qu'il s'en sorte et qu'il n'arrive pas de problème. Tu comprends qu'il est quand même entouré, sans aucun doute, de la meilleure équipe médicale que tu peux trouver aux États-Unis. C'est quand même le président des États-Unis. Injustice quand même, il ne fait pas à fil comme tout le monde. Non, mais puis ensuite, il faut quand même aussi, il faut tempérer le discours Maison-Blanche. Ouais. Si la Maison-Blanche dit le président a de légers symptômes, on peut s'imaginer que les symptômes sont peut-être plus prononcés que le dit le communiqué de presse, tu comprends? Ouais. Parce que bien sûr, on présente toujours ça un peu de manière à minimiser la situation, tu sais. Mais bon, là, tu vois, tu m'apprends ça, je savais pas qu'il était entré... il a décidé d'aller... Il est allé rester à l'hôpital. Oui, il est allé s'installer à l'hôpital. Ouais. Il reste 3 minutes, on parle de Mars, il y aurait de l'eau sur Mars, oui, non? Voilà, et écoute, ça c'est une nouvelle qui est quand même fascinante parce qu'on le savait depuis les recherches, Mars, c'est un peu dans le collimateur de la recherche en astronomie et surtout en exobiologie, la recherche de vie extraterrestre depuis une 20aine d'années de manière très soutenue. Et on savait, les sondes avaient transmis suffisamment d'informations pour qu'on acquiert la certitude que autrefois, jadis, Mars avait eu un environnement qui était plus proche de la Terre et de l'eau avait certainement coulé sur Mars. Donc, on était à la recherche d'une espèce de vie fossile. Il doit exister quelque part à la surface ou dans le sous-sol martien des fossiles de cette vie qui aurait pu exister il y a des millions, sinon des milliards d'années. Mais là, voilà qu'une étude vient de paraître dans le Nature Astronomy. Ce sont des chercheurs de l'université Rome-Paris qui ont basé leurs recherches sur des informations qui ont été transmises par la sonde Mars Express. Mars Express est une sonde européenne qui a été lancée en 2003. Elle s'est mise en orbite autour de Mars en décembre 2003 et elle est équipée de radars qui peuvent pénétrer le sol. Et déjà, il y a 2 ans, l'ensemble des informations qu'avait transmises la sonde avait permis à ces scientifiques de l'université Rome 3 d'annoncer qu'ils avaient à peu près la certitude qu'il devait exister sous la calotte polaire, le pôle sud de Mars, il devait exister de l'eau liquide
C'est pas pareil. Là, on parle pas de fossiles, on parle de l'eau liquide. À ce moment-là, la communauté scientifique avait pris cette conclusion-là avec une espèce de grain de sel en disant, vous savez, les données ne sont peut-être pas suffisantes. Parce que les données étaient basées essentiellement sur des informations transmises entre 2012 et 2015. Et là, voilà que les mêmes chercheurs ont repris l'ensemble des données qu'ils avaient déjà, les ont comparées à des informations qui s'étalent de 2015 à 2019, et ils arrivent exactement avec les mêmes conclusions, mais là avec 3 fois, 4 fois plus d'informations et plus de données. Alors là, disons qu'il y a une écoute beaucoup plus attentive de la part de la communauté des scientifiques, et eux, ce qu'ils disent, c'est que ces données-là, non seulement confirment leur premier aperçu de 2018, il y aurait de l'eau, un lac de 30 km sous la surface glacée de la planète Mars, mais il y en aurait en fait 4 de ces lacs sous la calotte glaciaire du pôle sud de Mars. Et là, on parle de l'eau liquide. Et pourquoi liquide? Ben parce que eux soutiennent que si elle est liquide, c'est parce qu'elle doit être concentrée en sel, ce qui est encore là un autre élément pour favoriser la vie. Donc, avoir de l'eau à l'état liquide et dans un milieu salin, tout ça est extraordinaire pour permettre le développement de la vie. Bien sûr, il faudra attendre d'autres recherches, notamment l'atterrissage sur Mars au début 2021 de la mission Persévérance, dont l'un des premiers objectifs est de trouver des formes de vie, fossiles ou actuelles. Mais c'est vrai que cette découverte de la présence d'eau à l'état liquide sur Mars relance tout à fait le débat de l'existence d'une vie sur Mars. Christian Page, c'est tout le temps qu'on avait. Je te souhaite de passer un très beau week-end, un bon vendredi soir, puis on se rejase vendredi prochain, cher ami. Et j'invite les auditeurs à aller faire un tour sur ton site web, christianpage.ca, puis ton nouveau livre qui va sortir bientôt. Oh oui, d'ici la fin du mois, on va en faire tirer d'ailleurs 2 exemplaires à l'émission. Ah, tu te sens lousse? Je me sens lousse, Salut! Bon week-end, Yannick. Bye-bye, bon week-end. Files Radio X. Retrouve ton rythme avec un 12 pouces gratuit dans les restaurants Subway. Achète un 12 pouces sur l'appli Subway et obtiens-en un deuxième gratuitement. Commande à l'avance et emporte-le rapidement et en toute sécurité. Parfait, donc télécharge l'appli, commande un 12 pouces, puis je prends un sandwich gratuit. Pourquoi c'est toi qui aurais le gratuit? C'est moi qui le veux. OK, regarde. Tu commandes à l'avance, puis je ramasse la commande? Ça, c'est un deal. Subway, mangez frais. Fraîchement préparé pour votre commande. Sandwich gratuit exclut les extras, temps limité dans les restos participants. Sandwich gratuit d'égal ou moindre valeur. Un sous-marin gratuit par commande, valable que sur l'appli Subway, pas sur livraison. Service au stationnement dans certains restos. Grande première. Découvrez les portes ouvertes virtuelles du Collège de Lévis en ligne sur le site du Collège. Vous y verrez nos installations de pointe, nos 10 programmes et tout ce qui fait de cette école secondaire une institution enrichie de passion. Rendez-vous au collège de Lévis.qc.